Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver ce soir pour un webinaire consacré à un sujet qui est absolument central, qui est la ménopause. On a longtemps résumé la ménopause à quelques symptômes visibles, les bouffées de chaleur, les troubles du sommeil, l'irritabilité, mais en réalité, c'est une transition hormonale profonde qui engage parfois plus de 30 ans de vie en hyperœstrogénie. Et derrière cette transition, il y a vraiment des enjeux de prévention. La prévention osseuse, vous le savez, le cardiométabolique, le cognitif, mais aussi, on en parle souvent, la qualité de vie, la vitalité et l'équilibre émotionnel. Alors, ce soir, on va prendre le temps de clarifier toutes ces choses et comprendre la périménopause qui peut s'étendre sur plusieurs années et avoir des fluctuations hormonales parfois assez déroutantes et revenir sur le traitement hormonal substitutif quand il est pertinent, comment l'aborder de façon sécurisée et individualisée et comment interpréter les données sur les risques et les discernements. Donc, on parlera également des alternatives possibles, des stratégies complémentaires, de la place de la micronutrition, de l'approche globale dans l'accompagnement des patientes que vous recevez, ou pour vous-même d'ailleurs, hein. Et pour traiter ce sujet avec la rigueur scientifique et l'expérience unique, je suis particulièrement heureux d'accueillir le docteur Julien Puchois, qui est médecin généraliste et qui a enrichi, je vais articuler un peu, qui a enrichi sa pratique en se spécialisant en nutrition, en micronutrition, en phytothérapie, en aromathérapie et en médecine du sport. Je pense que je n'ai rien oublié. Son objectif, vous le savez, il est clair comme à chaque fois, c'est apporter une vision concrète, applicable dans votre cabinet et aider les praticiens à prendre des décisions éclairées, adaptées à chacune de vos patientes. Alors, je vous invite à écouter avec attention. Il vous l'a dit, il y a beaucoup d'IA et je suis certain que vous repartirez avec des clés très utiles. Mon cher Julien, merci d'être là avec nous ce soir. Je te laisse la parole. Bah écoute, merci pour cette belle intro. Je n'aurais pas fait mieux. Donc merci beaucoup. Mais moi aussi, je suis content d'être de retour. C'est que ça passe vite 2 mois. À chaque fois, je me dis, ah, ça fait déjà 2 mois. Ça passe très vite. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec toi et du coup avec tous les autres personnes présentes. Bon, je pense que maintenant, les gens commencent à me connaître. Donc, je vais passer la slide avec mes diplômes. C'est pas le but de la soirée. On va tout de suite parler de deux choses concrètes. Faire un petit état des lieux rapide. Donc, comme tu l'as dit, faut savoir quand même que la femme va passer à peu près un tiers de sa vie en hypo-œstrogénie, ce qui est quand même énorme, un tiers quand même d'une vie, évidemment avec des variations. Et comme tu l'as dit, les symptômes peuvent être invalidants. Et c'est important de prévenir les conséquences au long terme, parce qu'on aura des conséquences au long terme, comme tu l'as dit, qui sont à la fois ciblées sur l'os, ciblées au niveau cardio-métabolique, au niveau cérébral. J'ai pas mis oncologique, mais je rajoute tout de suite oncologique, hein. Il y a quand même des conséquences oncologiques majeures avec le moment de la ménopause. Et donc l'objectif, c'est de se décider et surtout de traiter au bon moment. Et ça, on va le voir, on a une fenêtre de tir qui est hyper importante, en tout cas pour le traitement hormonal de la ménopause. Donc les objectifs de ce soir, déjà, identifier périménopause versus ménopause. Il y a des pièges dans les dosages. Alors, je ne vais pas beaucoup parler des dosages, mais je vais en parler rapidement. Savoir quand est-ce qu'il faut proposer un traitement hormonal substitutif. Quand je dis THS, ça peut être aussi THM, traitement hormonal de la ménopause. Donc ça, c'est plutôt pour les médecins, évidemment, puisque la prescription revient aux médecins. Et surtout, faire la balance bénéfice-risque. Comment on fait si on ne peut pas prescrire le THS, soit par refus de la patiente ou soit parce qu'il y a des antécédents qui font qu'on ne peut pas le mettre? Qu'est-ce qu'on a d'autre à disposition, comme tu l'as dit, micronutrition et autres? Donc juste en dessous, le rôle de la micronutrition. Et j'aimerais bien remettre au centre, parce que c'est bien d'être centré sur un thème, mais il faut pas oublier que les hormones, elles sont toutes interconnectées les unes avec les autres. Et évidemment, vous pouvez pas traiter que les oestrogènes et la progestérone de la femme si à côté, vous n'avez pas une thyroïde qui fonctionne correctement, etc. On parlera rapidement aussi des androgènes. Donc, l'idée, c'est de replacer aussi cette ménopause dans toute la symphonie hormonale qu'on connaît. Définition très simple, la ménopause c'est quoi? Un arrêt permanent des règles, consécutif à l'arrêt de l'activité ovarienne. On est certain que la femme est, on va dire, en périménopause ou en ménopause quand ça fait 12 mois consécutifs d'aménorrhée. Je vous ai mis les âges médians, la moyenne, etc. On en fait ce qu'on en veut.
Voilà, globalement, c'est un peu ça les chiffres. Refaire un peu d'épidémio. Comme je l'ai dit, donc la périménopause, vers la post-ménopause, périménopause peut durer quand même 25 à 30 ans, hein, ce qui est avec l'allongement de la durée de vie. Ça peut impacter la trajectoire de santé de la patiente. On a des patientes malheureusement qui se dégradent fortement à partir de la ménopause. Et pour celles qui sont malheureusement mal renseignées, eh bien, on n'arrive pas toujours à rectifier le tir. Donc on a vraiment des femmes qui malheureusement perdent en espérance de vie. J'ai remis donc la ménopause, l'âge de la ménopause naturelle. Je vous ai remis donc l'âge de l'espérance de vie des femmes en France et la durée de la ménopause. Ce qui est quand même assez énorme, tu imagines 34,6 ans, c'est quand même monstrueux quand on y pense. Et donc, je vous ai mis les chiffres, combien de femmes seront concernées dans le monde? 1 milliard, c'est quand même pas mal. Donc, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens inscrits ce soir. Le gros problème, en tout cas moi, entre guillemets, qui m'agace un peu en tant que médecin, regardez bien ce chiffre qui fait froid dans le dos, seulement 6% des femmes en France, hein, sont traitées par un THS. 6%. C'est quand même assez effarant. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a eu toute une étude, il y a une étude qui est sortie, j'en parlerai après, qui en fait a fait croire que le traitement, que les hormones étaient dangereuses. Et donc, il y a encore plein de femmes aujourd'hui, moi, qui viennent me voir en disant, ah, mais c'est vrai, j'ai entendu parler, le traitement de la ménopause, c'est dangereux, moi, j'en veux pas, etc. Et je pense que c'est vraiment le rôle du médecin, mais je pense même que c'est le rôle aussi des non-médecins qui seront présents ce soir, d'informer les patientes qu'un traitement hormonal bien indiqué, bien prescrit, bien dosé, au contraire, aura que des effets bénéfiques. Et donc, résultat, souffrance, on rate la prévention, et c'est un désastre. Donc, il y a vraiment un problème de sous-traitement, je rappelle bien 6%. La périménopause, je vais passer assez vite. La périménopause, c'est quoi? Bah, en fait, c'est ce qui va précéder la ménopause, ça paraît assez logique. Et en fait, par quoi va être définie cette périménopause? Eh bien, c'est la phase où justement, comme tu l'as dit, on va avoir des fluctuations hormonales et donc la femme va se retrouver en hyper-oestrogénie parce que sa progestérone va baisser assez vite. Et ça peut être très désagréable. Elle va expérimenter vraiment ce delta entre les deux qui est très désagréable. Et le problème, comme on le voit, de la périménopause, elle peut durer très longtemps, hein. Moi, j'ai déjà eu des patientes qui restent en périménopause jusqu'à parfois 10 ans. Bon, 10 ans, c'est vraiment des cas extrêmes, mais il y a très souvent des patientes, elles ont des cycles irréguliers, parfois elles en ont pas pendant 3 mois, ça reprend, et donc elles vont avoir ces yo-yo hormonales qui est hyper désagréable. Et pareil, si vous n'êtes pas formé et que vous dites, bon bah de toute façon j'attends qu'il n'y ait plus de règles pour traiter, et bien en fait la pauvre patiente se retrouve avec un manque de progestérone pas traité, toutes ses conséquences, une hyperœstrogénie hyper désagréable, et donc résultat, on fait rien, pendant 2 à 10 ans la patiente c'est un enfer. Et au bout d'un moment, finalement, on lui dit, bon, bah, bonne nouvelle, vous êtes ménopausée, mais personne ne lui propose de traitement. Donc non seulement elle a une périménopause horrible, et en plus, la ménopause, personne ne fait rien. Donc périménopause, on traite dès la périménopause. Et ça, c'est hyper important. Alors les symptômes, ça c'est pareil, je pense que je vais aller assez vite parce que je pense que tout le monde les connaît. J'ai essayé de les regrouper un petit peu. On a les symptômes vasomoteurs, notamment avec, le symptôme vasomoteur. Bon, les plus connus, hein, c'est les bouffées de chaleur. En général, c'est des bouffées de chaleur qui vont prendre vraiment du cou et qui vont remonter au niveau du visage, les sueurs nocturnes. Évidemment, c'est inconfortable. J'ai remis les définitions des bouffées de chaleur, hein, vague de chaleur intense, accompagnée ou non de transpiration. La durée est assez variable, en 30 secondes, voire 5 minutes. Dans les symptômes, vous aurez les symptômes neuropsy. Je vous ai mis en rouge à chaque fois ceux que moi je retrouve le plus souvent en consulte. Euh, donc anxiété, dépression, clairement c'est hyper désagréable d'être en manque de progestérone. Donc anxiété notamment, c'est vraiment lié, je trouve, au manque de progestérone qui est vraiment l'hormone de l'apaisement. Mais finalement la dépression peut aussi être liée à la progestérone, clairement. On aura une augmentation du risque d'ostéoporose, ça je vais en reparler après. Puisque les œstrogènes jouent un rôle sur le remodelage osseux. Donc, clairement, les femmes ménopausées non traitées, à coup sûr, vous allez voir, elles vont faire plus de fractures. Au niveau cardiovasculaire, c'est le moment où les femmes vont rattraper les hommes en termes de risque cardiovasculaire. Jusqu'à la ménopause, les hommes ont plus de risque cardiovasculaire que la femme. Une fois que la femme est ménopausée et qu'elle n'est pas traitée, elle rattrape les hommes. Donc, vous avez notamment ce que le profil lipidique se modifie. Bon, le LDL, vous le savez tous, hein, c'est pas ça qui fait que vous avez fait une maladie cardiovasculaire, mais ça en fait partie. Le HDL baisse également, etc. Et donc, augmentation du risque d'infarctus. Un symptôme qui est hyper, hyper, hyper invalidant et qui fait souffrir énormément les femmes, c'est notamment la sécheresse vaginale. Euh, En conséquence, donc, ce qu'on appelle les dyspareunies, hein, douleurs lors des rapports sexuels. Les femmes vont aussi plus facilement faire
des infections urinaires. Au niveau métabolique, finalement, c'est un peu relié au côté cardiovasculaire, mais on aura une prise de poids au moment de la ménopause. On a facilement une prise de poids de 4, 5, 6 kilos à peu près. Vous aurez aussi un périmètre abdominal qui va augmenter. Augmentation de la résistance à l'insuline. C'est d'ailleurs souvent le moment où moi je vais voir les patientes qui vont arriver chez moi avec des insulinémies à jeun qui augmentent, des index OMA qui augmentent, et donc en conséquence un risque accru de diabète de type 2. Et après, là on est plutôt dans le domaine, on va dire, dermatologique plus ou moins esthétique. Vous aurez forcément une femme aussi qui va perdre l'élasticité de la peau, l'apparition des rides, des cheveux plus fins. Il y a aussi des femmes qui vont se dire, bah voilà, j'ai un peu plus de poils au menton, un peu plus de moustache. Bah ça aussi, c'est parce qu'il y a un manque d'œstrogène. Donc vous voyez que les symptômes, finalement, sans trop de surprise, touchent globalement toutes les sphères possibles et imaginables, puisque la femme a besoin d'œstrogène pour toutes les sphères de sa santé. Alors, au niveau des conséquences, bon voilà, je vais aller assez vite. On a des symptômes court terme, des symptômes long terme, etc. Donc ça, je passe vite. Au niveau des conséquences, petit focus sur les troubles du sommeil. Les femmes se plaignent souvent de troubles du sommeil au moment de la ménopause. L'insomnie va clairement être un amplificateur. VMS, pour moi, c'est les symptômes vasomoteurs que j'ai cités avant, avec notamment les bouffées de chaleur, etc., palpitations, transpiration, etc. C'est important de rechercher quand même, c'est pas parce que la femme est ménopausée qu'on va lui dire bon bah c'est parce que vous avez une ménopause que vous avez des problèmes de sommeil. Il faut évidemment vérifier est-ce qu'elle fait pas de l'apnée du sommeil, est-ce qu'il y a un stress, consommation de toxiques, est-ce que les règles d'hygiène sont bonnes, etc. Bon là c'est hyper vaste donc volontairement ma slide est quand même assez courte. Au niveau des signes neuropsy, ça je pense que j'ai une slide juste hein, qui est juste après qui va être intéressante. L'idée au niveau des signes neuropsy, faut pas non plus aller dans la banalisation et dire bah c'est la ménopause, vous êtes anxieuse, vous êtes stressée, c'est pas grave. Mais d'un côté, faut pas non plus, comme je disais, surpsychiatriser, surmédicamenter. Comme je l'ai dit, le manque de progestérone, c'est ça vraiment qui fait le lit des signes neuropsychologiques, anxiété, dépression. Je rappelle, la progestérone, c'est vraiment l'hormone de l'apaisement, du bien-être, être zen, etc. Et donc, un concept qui est assez intéressant, dis-moi. Oui. Alors, je vais me permettre de t'interrompre. Je vois qu'il y a déjà des questions. Alors, très clairement, il va y avoir un onglet questions-réponses qui va être ouvert d'ici 40 minutes. Je l'ouvrirai dans 40 minutes. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des réponses à vos questions. Donc, n'allez pas trop vite, ne posez pas trop de questions. Je ne vais pas en tenir compte dans le discussion de webinaire. Je n'en tiendrai compte que dans l'onglet questions-réponses. Donc, attendez, soyez patients, patientes, mesdames, ça va arriver. Merci. Je me disais bien, c'est que je vois plein de messages déjà. Oui, Euh, oui. Ce qu'on va voir en fait au niveau du cerveau, alors volontairement, je peux pas tout détailler, un trouble du sommeil, je sais qu'il y en a qui sont peut-être frustrés que je détaille pas plus, trouble du sommeil, etc. Mais fallait faire des choix, donc je les ai faits. On pourra peut-être en parler à la fin. Ce qui va se passer au niveau du cerveau, en fait, c'est que la chute des œstrogènes, faut savoir que d'abord, c'est la progestérone qui va baisser et seulement dans un second temps, les œstrogènes qui vont diminuer. Faut savoir qu'en fait, quand vos œstrogènes vont chuter, vous aurez donc un shift métabolique et en fait, votre neurone va un peu changer, on va dire de mode, de fonctionnement. Et donc là, on aura ce qu'on appelle une oxydation des acides gras. Je pense que ça, beaucoup de gens connaissent ce phénomène d'oxydation. Tout à l'heure, je parlais du LDL. Bah, par exemple, le LDL oxydé, pour moi, est bien plus intéressant que le LDL tout seul. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va être un peu en état hypométabolique. Et ça, c'était documenté en IRM. Et en fait, ça peut être un peu rapproché au phénotype Alzheimer. Et en fait, on sait que le stress oxydatif va rendre, on aura plus de risques de dépôt de plaques bêta-amyloïdes qui font le lit d'Alzheimer. Autre chose qu'on va voir également, c'est qu'on sait que les oestrogènes stimulent le BDNF, hein, donc le facteur neurotrophique cérébral. Eh bien, forcément, moins d'œstrogènes, moins de BDNF, moins de neuroplasticité, moins de perfusion cérébrale, etc. Ce qui va être intéressant, c'est comment vous allez pouvoir stimuler votre BDNF, bah, en stimulant la production d'oestrogènes, soit naturellement, soit directement en donnant des oestrogènes. Vous pouvez aussi stimuler le BDNF en faisant de l'activité physique. Donc ça, on en parlera après. Et un truc qui était intéressant, et je pense que j'en reparle après, une étude quand même qui a retrouvé que, un peu de teasing quand même sur le THS,
quand vous avez un THS qui est initié dans les 5 ans post-ménopause, une étude a retrouvé quand même un risque d'Alzheimer réduit de 30%. C'est quand même assez énorme. Et ils n'avaient pas retrouvé de bénéfice si vous l'introduisez tardivement. Donc ça, je reviendrai après, mais on a vraiment une notion de timing pour mettre en place le THS. Donc voilà, retenez que le cerveau souffre, pas que en termes de symptômes, mais il souffre aussi physiquement en quelque sorte. Alors, hop. Important, ça moi, c'est une question que je pose tout le temps. On n'a pas encore fait, je crois, comme thème la libido. Non, je crois. Non, on n'a pas fait ensemble encore, je crois. Non. Moi, la question, la Non, non. libido, enfin, j'en parle tout le temps, c'est hyper important pour moi, ça fait partie, voilà, de la vie. Et donc, questionner les patients, justement, est-ce que la ménopause, la périménopause impacte leur sexualité et impacte leur libido? Comme je l'ai dit, sécheresse vaginale hyper fréquente, donc forcément douleur pendant les rapports. Moi, je pose aussi beaucoup la question. Beaucoup de femmes commencent à avoir des symptômes urinaires au moment de la périménopause et de la ménopause, des fuites urinaires, des infections urinaires, des urgences urinaires, et clairement, ça peut impacter la qualité de vie. La patiente qui, dès qu'elle va être en société, elle aura un fou rire, elle a une perte d'urine hyper désagréable. Évidemment, si la patiente ne peut plus avoir une activité sexuelle épanouie avec son conjoint ou sa conjointe d'ailleurs, forcément, ça va impacter. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment poser la question. Moi, c'est pas un tabou, j'en parle spontanément dans mes consultes, et ça, faut vraiment pas négliger cet aspect. Au niveau osseux, ce qui va compter, on va tout le temps revenir sur cette notion de timing. La première décennie est hyper importante. Si vous prenez pas en charge la périménopause, enfin la ménopause surtout dans la première décennie, vous perdez ce capital osseux qui est indispensable et que vous récupérerez pas forcément par la suite. Faut savoir ça, je reparlerai après. La chute d'œstrogène, vous avez une augmentation de la résorption osseuse. Qu'est-ce qui se passe si votre os est plus fragile, plus de risque de fracture? On le sait tous en tant que médecin et même en tant que soignant, vous allez à l'hôpital, hein, vous savez que malheureusement il y a des patients, eh bien ce qui va précipiter finalement leur fin de vie, ça va être une chute toute bête à la maison, fracture, la plus connue, hein, col du fémur. Résultat, hospitalisation, on a du mal à les remettre sur pied et ça peut être aussi bête que ça. Donc vraiment important de prendre en charge l'os pour prévenir les fractures. On le verra ensemble comment faire de la prévention, vitamine D, protéines, etc. Ça, on en reparlera après. Pour moi, le THS est clairement l'outil le plus efficace, hein, pour prolonger le capital osseux. Comme je disais, conséquences osseuses, ça touche une femme sur quatre. Je vous ai mis les fractures les plus fréquentes. Vous le savez tous, c'est une ostéodensitométrie, hein, qui permet de faire le diagnostic. On parle souvent, la définition médicale, c'est le T-score. Le T-score, c'est quand on compare la femme à des femmes d'un âge différent. Et on a aussi le Z-score, qui là un score où on va comparer la femme à des femmes de son âge. Bon, peu importe, c'est pas le but de vous parler des critères diagnostiques, mais vous les avez. Et je vous ai noté ici, grosso modo, les indications notamment d'une ostéodensitométrie remboursée par la sécurité sociale. Voilà. Conséquences cardiométaboliques, j'en ai déjà un petit peu parlé. Vous aurez une redistribution abdominale, notamment une augmentation du périmètre abdominal. Les patients se plaignent souvent, voilà, d'une espèce de bouée abdominale. L'insulinorésistance, ça va globalement bien ensemble, hein. Insulinorésistance et périmètre abdominal augmenté. Vous aurez donc une modification de la répartition des lipides, une augmentation des LDL, une diminution des HDL, les triglycérides également peuvent monter. Donc c'est hyper important de suivre les patientes au niveau cardio-métabolique et si elles n'ont jamais eu de suivi cardio-métabolique, bah, c'est le moment de les envoyer chez l'angiologue pour faire des Dopplers, d'aller chez le cardio, mais c'est vraiment le moment où il faut surtout prendre en charge le système cardio-métabolique, prendre la tension artérielle, etc. Et évidemment, l'activité physique va être un levier majeur pour améliorer le profil vasculaire, le mode de vie global également, avec l'alimentation. Et voilà. Alors, le positionnement vis-à-vis du traitement hormonal de la ménopause, comme je l'ai dit, le traitement hormonal de la ménopause, il faut que ce soit bien indiqué, ça c'est évident. Euh,
Je vous ai noté vraiment les bénéfices connus du traitement de la ménopause, mais ça j'en reparlerai après. On sait que ça traite les symptômes vasomoteurs, on sait que ça protège l'os, on sait que ça améliore le profil génito-urinaire. Ce qui serait important, c'est le profil de la patiente, vérifier qu'elle se soit bien indiquée pour elle, le timing, démarrer entre guillemets le plus tôt possible, la voie d'administration, et alors progestation, je ne sais pas ce que ça fait là, mais ça veut strictement rien dire. Donc, oubliez ce mot, ça veut rien dire. Et donc l'idée, c'est de raisonner comme des cliniciens, mais ça fait partie du rôle du médecin. Alors maintenant, on va parler un peu de THS. Donc THS, traitement hormonal substitutif. Et donc ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément le concept, entre guillemets. Le traitement hormonal bioidentique, c'est-à-dire qu'on va donner chimiquement des hormones dont la structure donc chimique est identique à celles qui sont produites par le corps. Alors, comme je dis aux patientes, évidemment, l'hormone va être fabriquée dans une usine, hein, ça c'est clair et net, grâce au génie de la chimie, mais structurellement, vous comparez vos hormones que vous produisez dans votre corps et celles que vous prenez, et bien chimiquement, elles sont identiques. Donc ça, c'est vraiment important, ce concept de bioidentique. Pour moi, c'est une alternative qui est physiologique. C'est pas parce que c'est un médicament que ce n'est pas physiologique pour la femme. Ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs le concept de l'hormone bioidentique. C'est pareil pour un homme à qui on met de la testostérone bioidentique. Finalement, pour moi, c'est un traitement physiologique et entre guillemets naturel. Ce qui va être intéressant avec le THS, c'est que vous aurez une meilleure gestion des symptômes vasomoteurs, meilleure préservation de la densité osseuse. On verra, il y a plein d'autres bénéfices. Par contre, il faut évidemment au préalable évaluer les indications, les contre-indications et le risque global du traitement. Euh, je reparlerai après de... Peut-être qu'il y a des gens qui vont poser des questions sur comment faire le diagnostic biologique de ménopause. J'en parlerai après pour ceux qui se posent la question. Au J'en parlerai. maximum 30 minutes, ils pourront poser des questions. Pas Ok. avant. Mais j'en parlerai avant. Vas-y. Alors, comme je vous l'ai dit, ce qui est vraiment important, si vous retenez ça ce soir, c'est hyper important, parce que moi j'ai plein de patientes malheureusement qui viennent me voir alors que ça fait 20 ans qu'elles sont ménopausées, et malheureusement à qui je dis, bah écoutez, je pense que c'est trop tard. En fait, le concept, c'est que en fait, on aura une espèce de fenêtre de... C'est même pas en fait fenêtre de vulnérabilité, finalement c'est une fenêtre d'opportunité. Et en fait, quand vous dépassez certaines fenêtres, eh bien, malheureusement, les effets cardiovasculaires, les effets que vous avez eus, eh bien, seront moins réversibles. Donc, c'est-à-dire que la prévention cardiovasculaire, la prévention cognitive et la prévention osseuse se font dans les 10 ans post-ménopause. Si vous arrivez 10 ans après, c'est pas garanti que vous puissiez récupérer, entre guillemets, ce que vous avez perdu. Donc là, je vous ai mis plusieurs études. Il y a un essai qui a montré que quand vous instaurez les œstrogènes dans les 6 ans post-ménopause, vous avez un ralentissement de l'athérosclérose. Ça a d'ailleurs même montré aussi que ça fait baisser la tension artérielle. Et vous voyez que l'effet sera absent si vous initiez 10 ans après. Méta-analyse quand même assez robuste, hein, 39 000 femmes quand même. Vous voyez que si vous initiez le THS dans les 10 ans, réduction de 32% du risque coronarien, c'est quand même assez énorme. Au-delà, vous n'avez pas de bénéfice. Quand même dommage. Et on va le voir après, ça je vais en reparler. Le risque en plus au niveau cardiovasculaire, pour dire simplement aux patientes, quand vous remettez des oestrogènes en circulation chez une femme qui n'a pas eu d'oestrogènes depuis plus de 10 ans, ben, en fait vous allez remettre un peu de pression dans la tuyauterie, donc dans tous les vaisseaux. Et le problème, eh bien, en fait, c'est que si un petit vaisseau est embouché, eh ben, vous mettez trop de pression dans le tuyau, et entre guillemets, le tuyau ne supporte pas. Donc le problème cardiovasculaire, c'est que vous avez 10 ans et au-delà de 10 ans, vous perdez bénéfice et en plus, vous risquez de déclencher des événements cardiovasculaires, infarctus, AVC. Pourquoi? Une autre explication un peu plus scientifique que la tuyauterie, c'est qu'en fait, dans la paroi de vos artères, vous avez différentes parois, l'intima, la média, etc. Et bien, dedans, vous avez des fibres de collagène et on sait notamment que les œstrogènes vont influencer justement ces fibres de collagène. Donc, vos artères finalement perdent en plasticité en quelque sorte et donc justement se rigidifient et donc remettre des œstrogènes 10 ans après, c'est là où vous risquez de prendre un peu de risque. Donc c'est vraiment ça qui est important à comprendre. Pour revenir sur le côté neurologique, j'en ai parlé tout à l'heure, si vous instaurez le traitement précocement, une étude a montré un risque d'Alzheimer. Il n'y a pas encore une méga méta-analyse qui montre ça,
Mais probablement qu'avec le temps, on accumulera assez de données et on dira dans quelques temps, bon bah c'est officiel, le THS réduit le risque d'Alzheimer. Mais pour l'instant, c'est que là j'ai trouvé celle-là. Important, ne vous laissez pas avoir en disant par une patiente entre guillemets qui vous dit j'ai pas de symptômes, on a le temps. Alors oui, on a le temps. C'est vrai que si elle n'a pas de symptômes invalidants, il n'y a rien qui presse. Mais d'un côté, bah, n'attendez pas non plus 10 ans, parce que au bout de 10 ans, c'est un peu tard. Donc c'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui presse, mais d'un côté, on peut traiter même s'il n'y a pas beaucoup de symptômes invalidants. Et ça, c'est important à comprendre. Et on le verra, c'est un peu la même chose. C'est pas parce que la patiente n'a pas de symptômes qu'il faut pas mettre en place la micronutrition, l'activité physique, etc. C'est la même logique. Plus vite vous démarrez tout ce qui stimule la production d'œstrogène, mieux ce sera. Ça, c'est plutôt à destinée des médecins. Je vais aller assez vite. Évidemment, contre-indication absolue, en tout cas en France, mais je pense que la Belgique, c'est la même chose. Antécédent de cancer du sein ou autre cancer hormonodépendant, même si le cancer est considéré comme guéri. Hein. Niet, vous oubliez, pas de THS. La patiente ou patiente qui vient de faire une thrombose veineuse profonde ou embolie pulmonaire contre-indiquée. Et ça, d'ailleurs, c'est un peu le problème parce que euh, ça, je vais peut-être pas en parler, mais les antécédents thromboemboliques, c'est un peu compliqué parce qu'on sait que les problèmes thromboemboliques sont plutôt liés aux œstrogènes de synthèse. Nous, ici, on parle d'œstrogènes bioidentiques. Et en général, les cardiologues, les angiologues sont pas très chauds. Dès le moment où il y a eu antécédents thromboemboliques, souvent, vous allez vous heurter à des refus. Moi, j'ai déjà eu le cas il y a pas très longtemps et on est un peu embêté. Et à part mettre de la progestérone, vous êtes un peu bloqué. Si vous avez fait, alors, maladie coronarienne, attention, maladie coronarienne et AVC, c'est récent, hein. C'est pas parce qu'on a fait un AVC il y a 10 ans qu'on n'a plus le droit de forcément d'avoir un traitement de la ménopause. Mais c'est la même chose, le neurologue pourrait dire, et je pense qu'il faut quand même lui poser la question, le neurologue pourrait dire non, non, antécédent d'AVC, moi je préfère pas. Donc là, dans ce cas-là, c'est important de se mettre en contact avec le spécialiste. Pathologie hépatique évolutive, c'est genre cirrhose et compagnie. Évidemment, si votre patient a des saignements vaginaux inexpliqués, n'allez surtout pas démarrer un traitement de la ménopause, ça paraît logique. Contre-indication relative, une hypertension mal contrôlée, votre patiente qui a 18, 19, 20 tensions, bah, vous avez le temps, réglez d'abord sa tension, ensuite occupez-vous de son traitement de la ménopause. Pareil pour le diabète mal équilibré, si vous avez un patient qui est sous insuline, qui fait n'importe quoi, qui a une hémoglobine glyquée à 10-12, pareil, vous avez le temps, on peut faire ça plus tard. L'obésité morbide, ça se discute aussi. Antécédents familiaux de cancer du sein. Si vous avez un gène, ça, j'en parle pas parce que pour moi c'est assez compliqué, je suis pas un expert dans le domaine. Un gène BRCA1, BRCA2. Je sais que ça se discute. Par contre, voilà, la patiente qui a sa maman qui a fait un cancer du sein, sa tante, moi personnellement, ça me gêne pas du tout de le mettre. Et comme j'ai dit, ne pas oublier et ne pas hésiter à demander un avis gynéco, onco, cardio, faut pas faire ça dans son coin. Ça, je vais pas en parler. Je vais parler maintenant du bilan préclinique. Je vais aller assez vite. On recueille évidemment les antécédents de la patiente. Personnels, familiaux, bon ça je pense que tout le monde le fait. Dès qu'on fait des consultations de santé fonctionnelle, tout le monde le fait. Donc on recueille les antécédents médicaux, personnels, familiaux. On recueille les symptômes de la ménopause. On vérifie les facteurs de risque. Moi, j'aime bien demander est-ce que la femme a pris la pilule contraceptive pendant très longtemps, notamment les fameuses pilules progestatives. Là, on s'est rendu compte, ça donne des méningiome, etc. La femme qui a 30 ans de pilule a plus de risque de faire un cancer du sein. Ça, je le dis à toutes mes patientes. Œstrogène de synthèse, on le sait, hein, cancérigène. Évidemment, on examine la patiente, on prend la taille, le poids, l'IMC, etc. Bon, ça, je pense que vous le savez tous. Et alors, le bilan paraclinique. Bah ça tombe bien, j'avais une slide, je pensais que j'en avais pas. Si vous voulez absolument faire une biologie, moi parfois j'aime bien les faire justement en périménopause où j'ai un peu un doute. Il y a parfois des patientes, elles ont des symptômes de manque d'œstrogène, mais parfois j'ai l'impression qu'elles sont en hyperostrogénie, je sais pas trop où j'en suis. Et ben quand c'est comme ça, vous faites un taux d'œstrogène, comme ça au moins vous êtes fixé. Alors là, je parle pas de timing, parce que normalement on dit les œstrogènes, soit on fait à J3, J7 post-ovulation.
Quand ça galère en périménopause, moi personnellement, je fais comme je peux. Au moins les oestrogènes vous diront est-ce qu'ils sont hauts, est-ce qu'ils sont bas, donc vous saurez encore si la patiente a encore une activité ovarienne ou au contraire s'il n'y a plus d'oestrogènes. La FSH et la LH, ça va être intéressant parce que si vous avez une FSH et une LH qui montent au plafond, bah vous savez que ça y est, le cerveau est en train de crier sur les ovaires en disant de travailler plus et là vous êtes entre guillemets sûr que vous êtes en périménopause, ménopause. Bilan lipidique, glycémique, c'est plutôt pour le profil métabolique. Les trucs de coagulation, c'est plutôt pour les gens qui ont fait des thromboses. Moi, pour les imageries, je n'instaure jamais un traitement si la patiente ne me ramène pas une mammographie relativement récente, claire et nette. L'échographie pelvienne, ça, c'est pas du systématique, mais ça peut se faire. La densitométrie osseuse, ça peut être intéressant avant de démarrer le traitement de la ménopause. Ça vous permettra de comparer le avant-après. Et en général, vous allez voir, c'est hyper intéressant parce que vous voyez clairement un bénéfice. Donc, densitométrie, ça peut se faire. Ça peut être remboursé, mais après, dans l'absolu, rien n'empêche de le prescrire à la charge de la patiente. C'est autorisé aussi, hein. Donc ça, faut pas hésiter à le faire. Au niveau du bilan vasculaire, euh, s'il y a des facteurs de risque cardiovasculaire, moi j'aime bien envoyer chez le cardiologue. Donc s'il y a de l'hypertension, cholestérol, diabète, obésité abdominale, si la patiente fume évidemment, s'il y a beaucoup d'histoires de maladies cardiovasculaires dans la famille, etc., j'aime bien envoyer chez le cardiologue avant de mettre en place le traitement substitutif. Et je le fais presque systématiquement. Sauf qu'à particulier, quand la ménopause commence à être déjà dans cette fourchette de 5 à 10 ans. Et encore plus si on se rapproche des 10 ans. Si la patiente elle est à 9 ans de ménopause, là clairement je vais envoyer chez le cardiologue. C'est pas moi qui décide quel bilan le cardiologue va faire, mais je vous ai listé un peu les examens qui peuvent être faits par le cardiologue. Bon, ECG et échographie, c'est clairement le b.a.-ba du cardiologue. Le test d'effort, épreuve d'effort peut être intéressant. Maintenant, on fait de plus en plus des échographies d'effort qui, a priori, sont beaucoup plus intéressantes que l'épreuve d'effort toute simple. Et alors, l'examen que les cardiologues adorent, et à juste titre, c'est le coroscanner qui est vraiment très intéressante. Il y a même certaines sociétés savantes qui disent que le coroscanner, en gros, doit être fait si vous avez une ménopause qui a démarré depuis plus de 5 ans et que votre patient présente des facteurs de risque. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous donner un score et qui va donc vous indiquer si vous avez un risque d'athérosclérose. Et donc, comme je vous l'ai dit, cette fameuse histoire de remettre de la pression dans les tuyaux, si vous avez déjà une plaque d'athérome et que vous foutez de la pression, bon bah là, vous risquez que votre plaque se décroche. Bingo, AVC, infarctus. Donc, hyper intéressant comme examen. Donc, ça, maintenant, les cardiologues, quand même, le font de plus en plus. Les coroscanners, c'est quand même très fréquent maintenant. En tant que généraliste, on n'a pas forcément la main sur la prescription du coroscanner. Ça passe souvent par le cardiologue. Et puis en plus, je veux dire, c'est son expertise. Donc moi, je préfère laisser ça entre les mains du cardio. L'IRM cardiaque, ça, j'en parle pas. Mais c'est possible aussi. Alors maintenant, on va revenir un peu d'où vient cette polémique. Eh bien, on en avait parlé, je pense, avec la testo. Eh bien, il y a aussi une polémique avec les oestrogènes. Il y a une fameuse étude en 2002 qui a été faite aux États-Unis et ils ont dit attention, le traitement de la ménopause, plus de risque de cancer du sein, plus de risque d'infarctus, plus de risque d'AVC, plus de risque de phlébite, bref, la cata. Donc en gros, ne surtout pas donner ça aux femmes. Sauf que, vous voyez, œstrogène équin. Donc déjà, c'est des œstrogènes qui sont issus, qu'on trouve notamment dans les urines des juments. Et en plus, ils ont utilisé de la progestative de synthèse. Progestative de synthèse qui ont été justement très décriées, comme je l'ai dit, la pilule avec notamment les méningiums. Cette étude, elle a été arrêtée finalement assez rapidement. Et on s'est dit, bon, peut-être réfléchir. Les limites de l'étude, vous voyez que la population était pas forcément bien représentative. 30% d'obésité morbide quand même, 36% d'hypertension. Donc déjà, la population n'a pas forcément été bien choisie. Et comme je l'ai dit au début, on était sur des molécules non physiologiques, donc des œstrogènes déjà équins, en plus par voie orale, alors qu'on va le voir après, mais nous on parle d'œstrogènes par voie cutanée, et en plus donc progestérone de synthèse. Donc rien, résultat catastrophique. Et en plus, vous voyez, l'initiation était tardive, la majorité des femmes, vous voyez, avaient un âge moyen de 63 ans, on était déjà plus de 10 ans après la ménopause. Donc résultat avec cette étude.
je ne citerai pas la qualité de l'étude, mais naze, eh bien, on a conclu que c'était dangereux. Et résultat, en 2026, il y a encore des patients et des médecins qui pensent que le traitement de la ménopause est dangereux. Ce qui est bien dommage. Donc, le but de ce soir, c'est qu'on va redonner des lettres de noblesse au traitement de la ménopause et on va oublier cette étude qui est catastrophique. Euh, alors là, c'est pas le risque du THS, mais plutôt risque et bénéfice. Finalement, qu'est-ce qu'a montré la science? C'est que le traitement de la ménopause a un effet favorable en prévention primaire sur l'infarctus du myocarde. Euh, Par rapport au risque d'AVC, le risque d'AVC serait surtout lié aux oestrogènes par voie orale, ce qu'on donne quasiment plus, alors que par la voie cutanée, pas de sur-risque. Au niveau thromboembolique, encore une fois, le risque n'est pas présent avec les oestrogènes par voie cutanée et surtout favorisé par les oestrogènes oraux. Mais comme je le disais, il y a des angiologues, ils voient traitement de la ménopause, même si c'est en voie cutanée, certains refusent. Moi, j'ai une patiente il n'y a pas très longtemps, refus. Elle a déjà fait deux ou trois phlébites. J'ai proposé le traitement par voie cutanée et l'angiologue a dit non. Donc après, bon, c'est un peu compliqué d'aller à l'encontre du spécialiste. On a dit qu'a priori, le THS pouvait augmenter le risque de lithiase vésiculaire, donc calcul biliaire. Ça pouvait faire augmenter la taille des fibromes. C'est parce qu'en fait, vous nourrissez le fibrome finalement, parce que on dit toujours, les gynécos disent toujours, vous serez ménopausé, vous serez tranquille, votre fibrome va se ratatiner. C'est sûr que si vous donnez un traitement à la ménopause, vous continuez à donner des oestrogènes, donc forcément, vous allez un peu nourrir ce fibrome, donc il ne va pas forcément diminuer de taille. Et c'est vrai qu'on a un problème vis-à-vis de l'endométriose, c'est pareil, on sait que dans l'endométriose, il y a souvent une hyperœstrogénie. Bien c'est pareil, vous continuez à donner des oestrogènes, et donc c'est vrai que chez certaines femmes avec de l'endométriose, bah, le risque de donner un traitement hormonal de la ménopause, c'est que finalement, on la maintient dans cette espèce d'hyper-œstrogénie. Alors finalement, en France, on a été intelligent, on a fait une belle étude, bien faite, et donc retenez que en France, donc il y a l'étude E3N, mais il y a aussi une étude européenne, ça vous pouvez le prendre clairement en photo, il n'y a pas d'augmentation de risque de cancer du sein en associant œstradiol naturel et progestérone naturel. Quand je dis progestérone naturel, le terme n'est pas bon, bio-identique. Voilà, ça c'est hyper important. Euh, et pareil, il n'y a pas de sur-risque du traitement de la ménopause chez les femmes obèses. Bien que le risque de base d'une femme obèse de cancer du sein est plus élevé, mais le fait de mettre un THS ne va pas augmenter le risque de cancer du sein. Donc ça, c'est vraiment important, vous pouvez retenir ça. Je vous parlerai des études après. Cancer de l'endomètre. euh, alors ça, ce que je vous cite, c'est des recommandations françaises. Donc ça, retenez, c'est pas les miennes, hein. Donc chez la femme hystérectomisée, ce qu'on dit en France, c'est que la femme hystérectomisée ne doit pas avoir de progestatif. On va le voir ensemble, c'est archi faux. La progestérone, c'est pas que pour l'utérus, c'est aussi pour d'autres organes. Euh, il y a des études qui ont montré que si vous donnez des oestrogènes tout seul, vous avez une augmentation du risque de cancer de l'endomètre. Pourquoi? Bah parce que vous oubliez la progestérone qui a des effets antiprolifératifs, notamment au niveau de l'endomètre. Donc c'est relativement logique de potentiellement retrouver une augmentation du risque de cancer de l'endomètre si vous ne contrebalancez pas par des progestatifs. Et donc, il conseille, en tout cas ce groupe français, conseillait de faire une échographie de surveillance dans les 5 ans suivant le traitement hormonal de la ménopause. Pour les ovaires, vous voyez, euh, une analyse, bon ça c'est une étude en 2015, soi-disant le cancer le THM, le THS augmentait le risque de cancer de l'ovaire. Vous voyez que la fameuse étude dont j'ai parlé, que j'ai un peu craché dessus, cette étude-là n'avait pas montré d'augmentation du risque de cancer de l'ovaire. Donc, de toute façon, c'est un peu toujours le risque avec les études scientifiques. Forcément, vous pouvez prendre une cohorte et vous pouvez trouver un sur-risque de cancer de de l'ovaire, pardon. Mais en tout cas, il n'y a rien comment dire, de communément admis. Alors, le GEMVI, c'est quoi? C'est le fameux groupe français, c'est groupe d'études de la ménopause et du vieillissement, si je dis pas de bêtises, c'est un groupe français de médecins, donc il y a des radiologues, des gynécos, etc. Ça, c'est les recommandations à eux. Encore une fois, c'est pas les miennes, même si je suis d'accord avec certaines choses. Bon, arrêt du tabac, etc. Bon, ça, vous les avez. Pour les bouffées vasomotrices, eux retiennent qu'il n'y a que la bêta-alanine qui est intéressante.
Pour la sécheresse vaginale, je vais en reparler après, vous avez leurs recommandations. Et pour l'incontinence urinaire, vous avez leurs recommandations également. Ça, je passe assez vite. Ça, je vous les donne parce qu'on est quand même en France, même s'il y a des francophones, Belgique, Luxembourg, mais moi en tant que médecin français, bon, je préfère en parler. Le GEMVI dit bien que donc ils sont d'accord avec ce que j'ai dit depuis le début. Ça doit être débuté dans les 10 ans. Ils disent même eux que au mieux c'est dans les 5 ans. Je suis plutôt d'accord avec eux. Je suis pas du tout d'accord avec le fait qu'ils disent que si la patiente n'a plus d'utérus, il faut donner que des oestrogènes. C'est faux et j'en parlerai après pourquoi. Eux disent qu'ils font un schéma discontinu, c'est-à-dire qu'on donne des hormones 25 jours par mois, et 5 jours par mois on fait une pause. Ce qu'ils appellent un peu le wash-out, comme ça, entre guillemets, le corps il peut éliminer les hormones qu'il a pris, comme si les hormones que la femme avait prises étaient dangereuses. J'avoue, je comprends pas trop. Les anglo-saxons font pas du tout ça. Bon, voilà, sachez que si vous allez sur le truc GMV, c'est noté, hein, 25 jours par mois, et la patiente doit faire une pause, par exemple, de J26 à J30, J31. Bon, voilà. Et par contre, je suis à 2000% d'accord avec eux. Il n'y a pas de durée maximale théorique et on peut le prescrire toute la vie. Les études, ça c'est pareil. Je pense que c'est pas, je vais pas en parler très longtemps. Ça, c'est pareil, vous pouvez le regarder tranquillement ce sera en replay. Là, c'est pour vous montrer qu'il y a de la science derrière tout ça, hein, que c'est pas en médecine fonctionnelle qu'on a inventé des études tout seul. En gros, ça vous dit que une femme qui a eu un cancer, enfin qui a eu un cancer du sein invasif, on lui donne un traitement hormonal de la ménopause. Ou qui a eu un traitement hormonal de la ménopause, elle fait des tumeurs de plus bas grade et elle aura une augmentation de la survie. Ça, c'est quand même hyper intéressant. C'est quand même un échantillon assez intéressant. Si vous donnez un THS après cancer du sein, vous avez une diminution de la mortalité. Vous voyez bien, décès chez les utilisatrices, moins 82%, hein, ce qui est quand même assez énorme, quand même chez 3000 femmes. Donc je trouve ça dommage que malheureusement les recommandations nous empêchent de prescrire le traitement de la ménopause après un cancer du sein, parce qu'il y a des publications qui montrent que c'est possible et au contraire protecteur. Donc ça, c'est pour montrer que c'était possible. Euh, Comme vous voyez ici, ce qui est important, c'est qu'en fait, on a un peu diabolisé les hormones, les oestrogènes de synthèse, mais en fait, le vrai problème finalement dans l'étude dont j'ai parlé, en fait, c'était les progestatifs synthétiques. C'est vraiment avec eux que l'augmentation du risque de cancer du sein va augmenter. Donc c'est vraiment le poison ultime, les progestatifs de synthèse, euh, vraiment à fuir. Hyper important. Et quand on dit progestérone micronisé, c'est progestérone bioidentique, hein. Utrogestan, Progestan, Progébel pour les Belges, etc. Encore une autre étude. Qu'est-ce que ça vous montre? Vous voyez que les schémas œstrogène plus progestérone bioidentique, bah, vous aurez un risque de cancer du sein soit plus faible ou pas augmenté, versus œstrogène plus progestérone de synthèse. Euh, Vous voyez que dans une autre étude, dans le groupe progestérone bioidentique, 2 à 3 fois moins de cancer, etc. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, progestérone, il faut retenir bioidentique. Et j'en reparle après, je pense, mais la dihydrogestérone, le fameux Dufaston, peut aussi être utilisé. C'est pas 100% bioidentique, mais c'est quand même très proche chimiquement. Encore une autre étude. Ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, cette histoire de timing. euh, Ce qui est vraiment important, c'est cette fenêtre de tir des 5 ans. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment, entre guillemets, le bénéfice sont surtout assez précoces. Vous voyez que là, ce qu'ils ont conclu dans cette étude, c'est que vous n'avez pas de sur-risque dans les 5 premières années de traitement. Et que au-delà de 5 ans, bah là où c'est possible, puisque finalement votre patiente vieillit avec le temps, donc forcément plus on vieillit, plus on a de risques carcinologiques, mais l'augmentation absolue, a priori, elle serait faible. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Encore une autre étude. Euh, les femmes qui ont été diagnostiquées d'un cancer du sein, si vous comparez celles qui ont pris un traitement de la ménopause avant diagnostic et celles qui n'en avaient pas, bah, vous voyez que le risque de décès est beaucoup plus bas chez les femmes qui ont eu un traitement de la ménopause par rapport à celles qui n'en avaient pas pris. Et c'est encore plus marqué si la patiente prend depuis longtemps son traitement de la ménopause. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Ça va jouer à la fois sur le diagnostic, tumeur plus petite, moins agressive, mais ça va aussi jouer sur le pronostic, moins de risque de mortalité de ce fameux cancer du sein.
Et je pense que là, ça doit être une dernière. Et donc, ça se répète un peu, mais donc le vrai risque, comme je l'ai dit, hein, c'est lié au progestatif de synthèse. Finalement, si on met les œstrogènes seuls, l'impact est faible. C'est vraiment l'ajout la progestérone de synthèse qui va vraiment devenir dangereuse. Comme je l'ai dit, ça m'agace d'entendre que la progestérone n'est pas utile si on n'a plus l'utérus, bah, c'est archi faux, parce que la progestérone va avoir un effet sur l'anxiété, va avoir un effet sur le sommeil, notamment parce que la progestérone va stimuler le récepteur GABA. Pourquoi? Parce que notamment la progestérone se transforme en allopregnanolone, hein, qui est un stéroïde apaisant. En plus, la progestérone a un effet diurétique. La patiente qui manque de progestérone a tendance à faire de la rétention d'eau. La progestérone, elle favorise également la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 en T3. La progestérone a un rôle immuno-inflammatoire, un effet antispasmodique. Donc, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que même si la patiente n'a plus utérus, elle aura clairement un bénéfice à prendre cette progestérone. Le problème de la progestérone, je pense qu'en France, en Belgique, au Luxembourg, on est un peu tous un peu confrontés au même problème. Souvent, dans la progestérone bioidentique, on retrouve du dioxyde de titane dans les comprimés. Il y a de plus en plus de patientes d'ailleurs qui sont au courant et qui n'en veulent pas, et je les comprends parfaitement, et je ferai exactement le même choix. Et donc là, on est un peu plus embêté, puisqu'en France, toutes les progestérones bioidentiques en comprimés contiennent toutes du dioxyde de titane. Vous avez la progestérone bioidentique en ovule, mais c'est réservé à la procréation médicalement assistée. En plus, elle est très dosée, elle a 400 mg. Donc, vous avez éventuellement la solution d'une progestérone bioidentique en gel. Le problème du progestogel, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait, l'absorption du progestogel n'est pas toujours constante. Et donc, on se retrouve parfois avec des patients qui prennent leur progestogel, mais qui ne vont pas forcément voir leur taux biologique de progestérone leur taux augmentait. Et donc, on a des patientes qui se retrouvent, résultat, avec des signes de manque de progestérone alors qu'elles prennent leur progestogel. En plus, c'est pas facile à doser. Donc, on est un petit peu bloqué. Faut savoir qu'il y a une autre solution qui existe, hein. Il y a des pays voisins, comme par exemple l'Allemagne, il y a l'Espagne, des pays où on a la possibilité de faire fabriquer de la progestérone bioidentique sans excipient. Et ça se fait très bien. Et au moins, on peut choisir la dose 100 mg, 150, 200, etc. Bon, évidemment, si c'est pas notre pays de résidence, vous ne serez pas remboursé, mais c'est tout à fait possible avec une ordonnance. On est dans l'UE, donc c'est possible. Donc, pour la progestérone, Utrogestan, Progestan, et je pense que Progébel, c'est le même problème, vous aurez du dioxyde de titane. J'ai pas vérifié pour le Progébel, parce que je n'ai pas encore regardé, mais je pense. Donc, pour les œstrogènes, je pense que vous avez compris. Retenez que les œstrogènes par voie orale, surtout pas. On va le voir après, parce que notamment quand vous donnez les œstrogènes par voie orale, il y a le premier passage hépatique, et donc il y a un plus grand risque de mauvaise détox des œstrogènes. Donc la voie transcutanée est la meilleure. Une à deux pressions par jour. Bon, le but, c'est pas faire de la posologie ce soir, mais surtout pas mettre le gel sur les seins parce que sinon vous aurez la mastodynie. Euh, le gel, soit ça se met inter de la cuisse, sur le ventre, les avant-bras. Euh, S'il y a une tension mammaire, moi je recommande de diminuer, mais ça, j'ai envie de dire, c'est du domaine médical, donc je vais pas plus détailler que ça. Et comme je vous l'ai dit, la progestérone par voie orale ou vaginale, donc on a l'utrogestan, progestan, progébel. Vous avez le Dufaston qui est pas 100% bioidentique mais qui est relativement proche. Et vous avez donc le Progestogel qui est donc sans dioxyde de titane en gel avec la limite que malheureusement l'absorption n'est pas toujours bonne. Moi je conseille plutôt de prendre la progestérone le soir car ça favorise le sommeil et la relaxation. Donc moi clairement j'ai des patients qui peuvent plus s'en passer pour dormir. Après moi j'ai des patients qui prennent le matin et qui justement apprécient aussi ce côté un peu je prends ça, je suis zen, je suis posé. Donc ça j'ai envie de dire c'est un peu du cas par cas. Combien de temps? Toute la vie. Si vous arrêtez le traitement, vous perdez l'effet protecteur et les symptômes vont apparaître. Donc clairement, toute la vie, évidemment, si possible, hein, vous réajustez. Euh, Ça, c'est le rôle du médecin. Ici, cette slide, c'était et ça, j'en parle juste après. Ouais. Il y a des patients qui tolèrent pas bien l'introduction du traitement hormonal de la ménopause, notamment avec des signes d'hyperœstrogénie, donc voilà, les mastodynies, des migraines, ce genre de choses. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en général, il faut diminuer un petit peu les œstrogènes et ou augmenter la progestérone si vous aviez démarré de manière basse.
Faut prévenir la personne que c'est transitoire. Quand c'est comme ça, vous attendez plusieurs semaines avant de remonter les oestrogènes. Et alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, les tissus qui ont été privés d'œstrogènes, en fait, ont besoin, entre guillemets, de se réadapter aux œstrogènes qu'on va donner, un peu comme si nos récepteurs étaient déshabitués, en quelque sorte, aux œstrogènes. Et donc, c'est tout à fait normal de ressentir des signes d'hyperoestrogénie. Donc, l'idée, c'est vraiment démarrer bas. Et vraiment y aller tranquille. Et voilà, si la patiente au départ, elle prend, je sais pas, deux pressions par semaine, bah c'est pas grave. Elle fait deux pressions par semaine. Elle peut la semaine suivante faire trois pressions. Enfin, vraiment, l'idée, c'est, on n'est pas pressé hein, en soi. Donc, l'idée, c'est d'y aller tranquillement. Et c'est pas anormal d'avoir ces effets-là au début du traitement. Un autre truc que moi, je vois de temps en temps, comme je l'ai dit, la progestérone stimule le récepteur GABA. GABA, hein, qui est l'anxiolytique, hein, c'est notre Xanax naturel. Quand vous donnez de la progestérone, il y a des femmes qui vont trop stimuler leur récepteur GABA. Pareil, on est tous différents au niveau des récepteurs. Et donc, elles vont vous dire, j'ai l'impression d'avoir bu une demi-bouteille de vin, une bouteille de vin, je vais être somnolente, je vais avoir des vertiges. Ça, c'est l'effet GABAergique. Diminuer la dose par voie orale, vous n'avez aucune garantie que ça fonctionne. Par contre, la patiente qui va passer son utrogeston en voie vaginale aura plus cet effet-là ou beaucoup moins. Et si vraiment la patiente ne tolère pas du tout la progestérone, on peut avoir recours donc à la dihydrogestérone, le fameux Dufaston. Il n'y a pas d'effet GABAergique. Par contre, il faut savoir que c'est pas 100% identique. Mais on a testé le Dufaston dans les études et globalement, le profil a l'air sécuritaire. Donc, moi, quand vraiment il faut, ça me dérange pas de le faire. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Donc j'ai parlé beaucoup de temps sur le traitement de la ménopause, mais pour moi, c'était indispensable. Euh, alors pour moi, en fait, c'est pas traitement hormonal, oui ou non. Évidemment, ça va être oui ou non en fonction des contre-indications de la patiente, mais surtout pour moi, c'est quel traitement substitutif, pour quelle patiente et quand. Mais pour moi, il devrait, s'il n'y a pas de contre-indication, être proposé à toutes les patientes. Maintenant, on va aller un peu plus dans le domaine médecine fonctionnelle et plus forcément médicale pure. Qu'est-ce que vous allez faire quand le traitement, la ménopause n'est pas possible? Eh bien, évidemment, vous allez reprendre la base, sommeil, activité physique, gestion du stress et des émotions, euh, très important, gestion des toxiques. Vous aurez évidemment le terrain, micronutrition, microbiote, et vous aurez plein d'outils à disposition. Alors, un truc important, ça, il faut le savoir. On va encore une fois revenir au côté métabolique. C'est qu'on j'ai l'impression qu'on parle tout le temps d'insulinorésistance, etc. Mais en fait, à juste titre, parce que c'est vraiment, on le trouve dans énormément de pathologies. Ce qui va se passer avec deux hormones, vous avez la leptine et l'insuline. Ce qui va se passer, c'est que vous avez la fameuse leptine, qui va notamment être augmentée à cause de l'insuline. Et bien en fait, ça va stimuler l'aromatase et en fait, ça va augmenter les oestrogènes circulants. Et ce qui va surtout se passer, c'est que votre leptine, vous voyez, elle va stimuler vos récepteurs aux œstrogènes mammaires et avoir un effet pro-prolifératif. Pro-prolifératif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va favoriser la prolifération potentiellement de cellules dangereuses. Donc ça, euh, moi je le savais pas avant, je l'ai découvert justement en préparant le travail, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc par exemple, votre patiente qui peut pas avoir le traitement de la ménopause, mais qui est insulino-résistante, qui a un syndrome métabolique, obésité abdominale, etc. Déjà, si vous prenez en charge son insulino-résistance, sans le savoir, vous allez potentiellement la protéger vis-à-vis d'un cancer du sein. Et d'ailleurs, on trouve justement un surrisque de cancer du sein chez les femmes obèses, justement pour cette raison-là. Donc ça, c'est hyper important. Il faut pas vous dire, ou alors faut pas vous dire, je suis pas médecin, donc c'est nul, je peux pas mettre le traitement de la ménopause, j'ai pas de levier. En fait, si, vous en avez plein. Je voulais faire le lien aussi. Comment vous allez faire baisser l'insuline, baisser la leptine? Bon, bah, ça, vous le savez tous, hein, avec l'alimentation, mais aussi avec l'activité physique. L'activité physique diminue l'insuline, diminue la leptine. La cohérence cardiaque, si vous baissez votre cortisol, vous allez baisser votre leptine. Et si vous baissez votre graisse viscérale, vous le savez, hein, le gras viscéral est un endroit où on aromatise à fond. Raison pour laquelle notamment les hommes avec beaucoup de graisse abdominale vont développer un tissu mammaire important.
Parce que il y a beaucoup d'aromatase dans la graisse viscérale. Donc si vous baissez la graisse viscérale, notamment en perdant du poids, et bien vous aurez une diminution de l'aromatase. Donc important, insulinorésistance, encore une fois, va être un pilier dans l'accompagnement soit du cancer du sein, donc même votre patiente qui a un cancer du sein et qui a une insulinorésistance, clairement, c'est une urgence à la prendre en charge et vous ferez de la prévention chez les femmes qui n'ont pas de cancer du sein. Là ici, l'idée c'est de vous dire un peu, donc ça j'essaie de faire des slides assez synthétiques pour vous dire comment on peut prendre en charge le fameux syndrome climatérique. Donc vous savez, c'est le symptôme, bouffée de chaleur, palpitations, la transpiration, etc. Évidemment, je vais encore en reparler, l'activité physique régulière, évidemment, à la fois en endurance, à la fois en résistance, va réduire les bouffées de chaleur, etc. Alimentation anti-inflammatoire. Finalement, maintenant, j'aime bien dire aux patients alimentation non inflammatoire. En soi, l'alimentation brute, elle est anti-inflammatoire. Ce qu'il faut surtout, c'est pas manger d'aliments qui provoquent de l'inflammation ou des produits transformés et autres. Gestion thermique, bon, ça peut faire sourire, mais c'est sûr que si la patiente a plusieurs couches, bah, c'est plus facile à gérer quand elle a une bouffée de chaleur que si elle a juste une seule couche hyper chaude et qu'elle peut pas l'enlever. Encore une fois, la cohérence cardiaque, bien, elle revient encore une fois sur le devant de la scène. Il y a des niveaux de preuve hein, sur les bouffées de chaleur et l'anxiété. Et au niveau micronutrition, ça je vais en parler après et je me rends compte que j'ai encore plein de choses à dire. J'ai les phytoestrogènes hyper intéressants sur les bouffées de chaleur, donc ça je vais en parler. Lactéa grappe que vous avez d'ailleurs chez Nutrilogix peut être très intéressante chez les patientes avec un syndrome climatérique, donc ça c'est intéressant. Et après, bon, c'est un peu des couteaux suisses que vous connaissez pas, enfin, que vous connaissez bien, magnésium, les vitamines de la méthylation, B2, B6, B9, B12, mélatonine pour le sommeil, voilà. Pour les médecins, je vous ai remis les approches médicamenteuses. Bon, clairement, à mon sens, c'est oublié, mais je vous laisse les citer. Pour les troubles du sommeil, ça, je pense que je vais aller assez vite parce que je me rends compte que j'aurais bien parlé beaucoup des phytoestrogènes parce que pareil, c'est hyper mal connu. Troubles du sommeil, ça, vous pourrez lire ça tranquillement. Je pense que ça, on en parle en long, en large et en travers, donc ça, je vais passer. Le syndrome génito-urinaire, ça, je pense qu'on connaît pas trop mal, mais évidemment, s'il y a une sécheresse vaginale, bah, évidemment, il y a plein d'hydratants vaginaux qui existent, acide hyaluronique, les gels à base d'eau, ça peut être prescrit, enfin, ça peut être en usage quotidien, etc. On a aussi des huiles végétales qui peuvent être intéressantes. Euh, alors ça doit peut-être te faire sourire, Cédric. Importance de maintenir une activité sexuelle régulière puisque tu entretiens la vascularisation et donc la trophité de la muqueuse vaginale. Intéressant. J'ose espérer que ma femme nous écoute. Donc ça, c'est... mais malheureusement, avec la sécheresse, il y a certaines patients qui n'arrivent plus à avoir de... Moi, je vois qu'il y a un smiley qui pleure. Euh, Donc ça c'est mais malheureusement c'est pas toujours possible. Donc on a aussi plein de lubrifiants maintenant qui existent sur le marché. Ça qui est bien maintenant c'est que sur internet on trouve 1 milliard de références en lubrifiants donc ça c'est quand même assez facile à trouver. Sans surprise on va retrouver les fameux oméga 3. Et en termes de publication, là, il y en a certains qui vont me dire bourrachonnac, je suis à 2000% d'accord, et c'est que j'aurais pu le mettre dessus. Et sinon, en publication scientifique, il y aurait des données sur de la vitamine E, sur la trophité vaginale. Voilà. N'oubliez pas, encore une fois, faut pas dire la patiente est ménopausée, donc elle a des problèmes urinaires, donc c'est la ménopause. Non, n'oubliez pas le reste, vaginose, candidose, lichen, machin, enfin voilà, faut pas oublier le reste. L'activité physique, c'est pas le but de la soirée, mais bon, ça fera plaisir à Anne Lucas qui en parle énormément, et à Steph d'ailleurs. Steph Résimon elle sera entièrement d'accord. Il faut porter de la charge. La résistance musculaire, elle est hyper importante. Euh, la masse musculaire, c'est vraiment le nerf de la guerre pour le vieillissement, et donc pour la ménopause, c'est encore plus vrai. Vous voyez que la ménopause accélère la sarcopénie. Donc, c'est le moment pour la patiente à la ménopause de s'inscrire à la salle ou de prendre un coach ou de prendre un truc à la maison avec des vidéos, mais il faut qu'elle se mette à avoir une activité physique et pas que du cardio, il faut qu'elle porte. Alors, poids du corps, elle est pas obligée de porter des gros poids, mais il faut porter. Une étude montre que 150 minutes par semaine d'activité physique, ce qui n'est pas non plus énorme,
2 heures et demie. Vous voyez, réduction de mortalité cardiovasculaire de 35%. C'est quand même un beau médicament, le sport, hein, quand même, hein, 35%. Vous aurez aucun médicament, je pense, qui fera aussi bien, hein. Donc voilà. Et l'activité physique réduit la pression artérielle. Voilà, ça je passe En assez vite. conclu- en conclusion, mesdames, montez votre mari jusque dans son lit. Ça Pas changera. osé, mais c'est pas osé, mais tu l'as fait. Le sport, évidemment, important aussi. L'activité physique peut réduire le risque de démence. Ça, c'est pas une surprise non plus. Bon, voilà, vous avez compris, hein, activité physique, meilleur médicament qui existe. Enfin, voilà, je pense que, de toute façon, vous le savez tous, je pense que c'est un des plus gros leviers qui existent. Maintenant, on va parler un peu de micronutrition. Et là, c'est pareil. Comme tu l'as dit, moi, j'essaye d'être toujours le plus scientifique possible et de trouver le plus possible les études. Je vous ai cité un peu les grands nutriments qu'on retrouve dans la ménopause et qui ont un intérêt sur la ménopause. Donc, vous avez, voyez, D3K2, magnésium, zinc, sélénium. Le GLA, donc j'ai parlé avec bourrache au nagre et l'iode. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. La carence en iode augmente le risque de cancer du sein, ça augmente le risque de kyste au niveau du sein, et chez les hommes d'ailleurs, nous, ça va être augmentation du risque de cancer de la prostate. Donc n'oubliez pas que l'iode, c'est pas que pour la thyroïde, c'est aussi pour la glande mammaire. Et d'ailleurs, il y a peut-être des patients qui ont testé l'iode en solution, Lugol ou autre, et bien en local au niveau du sein, quand les patients ont des mastodinies, il y a des patients qui sont très bien soulagés par application d'iode en topique au niveau du sein. Alors là, j'ai essayé de vous faire un peu de bibliographie. Ce qu'on voit ici pour la vitamine D3K2, eh bien en fait, c'est que la déficience vitamine D et vitamine K est associée à une mortalité tout confondue. Ça, je pense que les gens qui assistent à la conférence font tous de la micronutrition ou s'y intéressent, donc je pense que c'est pas une surprise. Et en fait, donc la vitamine D3K2 aura double effet, surtout sur l'os, comme je vous l'ai dit. On perd la minéralisation de l'os, donc bah, la vitamine D3K2 vous permettront d'améliorer la densité osseuse. L'effet cumulé des deux est encore plus intéressant, de la D3 avec la K2. Et on le sait aussi hein, que, il y a aussi des effets cardiovasculaires de la K2. Ça réduit la calcification artérielle, etc. Donc ça, c'est scientifique, il n'y a pas de doute là-dessus. Je mets pas de posologie, hein, parce que ça dépend vraiment de chacun. Donc ça, c'est pas à moi de débattre le nombre d'unités qu'on donne à ces patients. Pour le zinc, j'ai pas trouvé énormément d'études, en tout cas qui étaient vraiment intéressantes. Là, c'était une étude qui montre, et ça on n'y pense pas forcément, mais sur le lien entre le zinc et l'homocystéine. Bon, l'homocystéine B12 et B9, je pense que tout le monde connaît, mais il y a aussi un effet du zinc sur l'homocystéine. Là, cette étude montrait que si vous mettiez 50 mg de zinc par jour pendant 8 semaines, vous avez plus de folate circulant, vous diminuez l'homocystéine. Comme vous le savez tous, l'homocystéine est un facteur de risque cardiovasculaire. Donc, important, n'oubliez pas zinc, B2, B6, B9, B12. La vitamine E, comme je l'ai dit, elle pourrait réduire les bouffées de chaleur et elle pourrait avoir des effets trophiques au niveau de la muqueuse vaginale. Par contre, j'ai pas de posologie à vous donner. Les antioxydants, c'est pas trop une surprise. Il y a un stress oxydant accru après la ménopause, comme je vous l'avais dit, notamment au niveau du cerveau avec ce switch métabolique. Et bien évidemment, c'est pas trop une surprise. Si vous mettez une combinaison d'antioxydants, ça protège vos mitochondries, ça protège du stress oxydant, ça protège la peau, etc. Pareil, j'ai pas de posologie spécifique à donner, mais antioxydants, très intéressant. C'est encore plus intéressant si vous dosez le stress oxydant chez vos patients. Donc finalement, vous allez peut-être vous dire, ah, je suis un peu déçu, il n'y a pas plus, mais en fait, il n'y a pas non plus. Là vraiment, j'ai cherché ménopause et micronutrition, et il n'y a pas non plus beaucoup de publications. Après, il y a plein d'autres micronutriments qui sont intéressants, mais en tout cas, vraiment en lien avec la ménopause, j'ai pas trouvé beaucoup plus. Rôle de nutrition, ça je pense que c'est. Vous en avez peut-être ras-le-bol d'en entendre parler, donc je vais aller assez vite. Je pense même que je vais la passer. Le rôle de la nutrition. Je pense que, encore une fois, je vais remettre une pièce dans la machine. N'oubliez pas les protéines. Si vous n'avez pas assez de protéines, vous n'avez pas les briques fabriquées du muscle, sarcopénie, vieillissement accéléré, etc. Donc là, moi, c'est la fourchette que j'aime bien viser chez mes patients. Et là, en l'occurrence, patientes. Phytoestrogènes. Niveau timing, ouais, j'ai déjà beaucoup parlé. Pour les phytoestrogènes, c'est assez mal connu. Tout le monde pense que les phytoestrogènes, pareil, ah j'ai entendu, on m'a dit le soja c'est pas bon, risque de cancer du sein. Ça on l'entend encore souvent en consulte et ça m'énerve un peu. Euh,
Et donc, je voulais en parler quand même un petit peu et vous montrer des études. Je vous ai mis ici les différentes sources de phytoœstrogènes. Il y a différentes catégories. Le but, c'est pas de vous embrouiller, mais évidemment, les plus connus, c'est le soja. Mais on a aussi les sources de lignane comme les graines de lin qu'on connaît beaucoup. Et on a aussi luzerne et trèfle qui, elles, sont des sources de Koumestan. Alors, que vont faire vos phytoestrogènes? Ils vont venir moduler vos récepteurs en oestrogènes, mais vous voyez 100 à 1000 fois moins que les œstrogènes de la femme, ou évidemment les œstrogènes qu'on apporte de manière exogène, soit le traitement de la ménopause ou la pilule. Donc, en fait, ça va venir moduler les récepteurs en oestrogènes. C'est vrai qu'il y a des récepteurs alpha, des récepteurs bêta. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ce qui est assez intéressant, vous voyez que les effets des phytoestrogènes vont dépendre du statut hormonal de la femme. Et donc, quand la femme va être en ménopause, ils vont jouer le rôle d'agoniste et donc finalement essayer de d'augmenter en quelque sorte les œstrogènes. Et à l'inverse, la femme qui va être en excès d'œstrogènes, elle peut voir justement finalement ses symptômes d'hyperœstrogénie s'améliorer sous phytoestrogène. Donc ça qui est assez intéressant, c'est que ça module en fonction du terrain. C'est ça qui est hyper intéressant, un peu comme le font par exemple les champignons. Les champignons s'adaptent, bah, les phytoestrogènes finalement peuvent un peu faire la même chose. Ici, je vous ai donné, c'est les recommandations de l'ANSES, donc ça c'est français. C'est important, il y a des doses à ne pas dépasser en termes d'isoflavone par kilo de poids par jour. Je vous ai donné des références. Donc une femme qui fait 60 kilos, elle ne doit pas dépasser 60 mg d'isoflavone. Vous voyez, on a quand même de la marge, c'est-à-dire que la femme, tous les jours, si elle veut, elle peut manger 100 grammes de tempeh et se manger 100 grammes de tofu ou 100 grammes de tempeh, 2 yaourts de soja. Donc vous voyez, on a largement la possibilité d'en consommer. Il y a des patientes qui pensent que le soja, c'est une fois par semaine. C'est pas vrai. Les données actuelles, vous voyez, montrent que il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein avec les phytoœstrogènes. Et il y a même, vous voyez, si vous donnez des isoflavones de soja à une femme, elle a moins de risque de récidive de son cancer du sein, y compris chez les femmes qui ont des récepteurs aux œstrogènes positifs. Idem avec les lignanes, je vous rappelle, les lignanes, c'est juste avant, c'est tout ce qui est graines de lin et compagnie. Donc vous voyez, quand on vous dit, ah bah non, t'as eu un cancer du sein, plus jamais soja de ta vie, c'est une connerie. Donc ça, c'est vraiment un message que je voulais délivrer ce soir. Ça d'ailleurs, il en parle, docteur Jean-Louis Mousset, qui est oncologue, dans ses conférences, il en parle, et c'est hyper important parce que plein de patients ne le savent pas. Donc les phytoestrogènes, retenez, pour votre patiente qui a eu un cancer du sein, et qui ne sera pas éligible au traitement de la ménopause, elle peut avoir des phytoestrogènes. Ça, c'est hyper important. Là, ici, ces différentes études, je vais passer assez vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Ça vous dit globalement un peu ce que je viens de vous dire. Il y a des cohortes qui montent, réduction du risque de récidive vis-à-vis du cancer du sein. Euh, toutes les études ne montrent pas forcément que les phytoestrogènes sont protecteurs, mais au moins ils montrent qu'ils sont neutres. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'augmentation du risque. Voilà, vous voyez ici, c'est à peu près la même chose. Bon, après, c'est toujours le problème qu'on a des études observationnelles, hein, donc ça, c'est toujours une limite, mais bon, ça fait partie des statistiques. Et donc, voilà, comme ça, au moins, vous avez plein de publications. Ici, je vous ai mis les différentes formes d'isoflavone de soja. Qu'est-ce qu'il faut préférer comme forme? Bah, vous voyez, encore une fois, on va préférer la forme fermentée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme fermentée, c'est une forme qui va en fait être indépendante de l'intestin et qui va être entre guillemets directement métabolisée. Alors que si vous donnez la forme glycosylée, eh bien là vous serez obligé de passer par l'intestin. Si vous avez un mauvais microbiote, il va pas vous le rendre l'intestin. Et en fait votre microbiote ne va pas être capable de transformer la forme glycosylée en forme active. Donc vous voyez, privilégiez plutôt la forme de gauche. Donc moi c'est pour ça que j'adore conseiller à mes patients et patientes plutôt le soja fermenté, miso en soupe ou le tempeh qui est donc par exemple du pois chiche fermenté. Là au moins vous chantez une potentielle dysbiose qui vous empêchera d'avoir la forme active. Donc ça qui est important. Il faut savoir aussi que si vous ne mangez pas de fibres, vous ne transformerez pas votre forme inactive en forme active. Ça je passe, c'est un peu technique. Quelles sont les indications des phytoestrogènes? Ça c'est bien documenté, vous voyez quand même, c'est assez intéressant, hein.
Réduction quand même de 20 à 50% des bouffées de chaleur quand même sous phytoestrogène, c'est quand même pas rien. Faut savoir que par contre c'est beaucoup plus long évidemment pour avoir les bénéfices qu'un traitement hormonal de la ménopause, mais vous avez quand même un bénéfice. Je vais pas vous vendre que les phytoestrogènes vont empêcher d'avoir une ostéoporose ou améliorer énormément les choses, mais il y a des études qui montrent que ça peut limiter la perte osseuse, donc c'est quand même intéressant. Et on sait que les phytoestrogènes ont aussi un effet bénéfique sur le profil lipidique, et ça d'ailleurs finalement on le voit bien, hein, parce qu'on voit les populations asiatiques qui mangent énormément de phytoestrogènes, et ils ont moins d'ostéoporose que nous, ils ont pas forcément plus d'accidents cardiovasculaires que nous, donc c'est pas étonnant. Et donc ici, effet des phytoestrogènes sur la ménopause, donc là je voulais noter, réduction des bouffées de chaleur, et comme je vous l'ai dit, le délai d'action est un petit peu plus long. Là, ici, encore une fois, c'est un peu la même chose. J'essaie de mettre pas mal d'études parce que c'est vrai que les phytoestrogènes, on n'en parle pas beaucoup. Et je voulais vraiment trouver des études pour vous montrer que voilà, c'était prouvé. Et j'espère que ça vous donnera envie. Et d'ailleurs, j'espère que ça donnera aussi, je sais pas, Cédric, c'est prévu un jour des phytoestrogènes chez vous? Oui, évidemment. Trop bien, cool. Oui, bah, Je suis c'est le sûr. premier avis. Donc voilà, et ça je passe assez vite. Quelles sont les contre-indications? Par contre, alors retenez bien, je me contredis pas, cancer hormonodépendant actif. Moi, je m'amuserais pas. Une patiente qui est en cours de chimio, en cours de radio, qui va être opérée, c'est peut-être pas le moment de s'amuser à rajouter des choses qui vont trop stimuler les récepteurs hormonaux. Après, c'est pas une raison pour dire à votre patient de ne plus manger de soja, mais je veux dire, je ne mettrai pas de complément alimentaire, euh, on, on va dire à dose supraalimentaire à ce moment-là. Par contre, si la patiente éventuellement ça lui fait plaisir de manger de temps en temps un yaourt au soja, moi je le contre-indiquerai pas, mais pas forcément en complémentation. Et enfin, bah, je pense que finalement ça va parce que je vais arriver à la fin, je pense. Comme je disais, là ici on a fait que un focus sur les oestrogènes et la progestérone, mais il faut pas oublier que bah, le corps est un ensemble, c'est pas un scoop, et que vous pouvez pas vous focaliser sur deux hormones féminines et oublier les autres hormones. Moi je vois souvent, et ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, ce soir, c'est que c'est la ménopause, ça va être le moment où la thyroïde va flancher un peu en même temps. Alors soit elle va flancher avant, soit pendant, soit après, mais souvent c'est un peu les deux trucs qui vont déconner. La patiente, c'est le moment où elle va déclencher une hypothyroïdie. Et donc, surtout, n'attribuez pas toutes les fatigues à la ménopause, hein. Donc, bah, je pense que ça, tout le monde connaît les symptômes d'hypothyroïdie, mais on aura des symptômes qui vont être communs à la ménopause et à l'hypothyroïdie. Donc, c'est le rôle du praticien de savoir, voilà, poser les bonnes questions pour aller creuser plus loin. Et donc, clairement, moi, je le vois en consulte, la patiente qui n'était pas diagnostiquée en hypothyroïdie, très souvent, si elle arrive chez vous, ça fait 2 ans, 3 ans, qu'elle est en périménopause ou qu'elle est ménopausée, souvent, vous allez diagnostiquer en même temps une hypothyroïdie. Donc, ça, n'oubliez pas. Et clairement, même si vous démarrez pas tout de suite le traitement de la ménopause parce que vous devez faire une mammo, etc., parce qu'il vous faut un bilan cardio ou raison X ou Y, le fait de traiter la patiente pour la thyroïde, clairement déjà, elle va revivre, clairement. Parce que si elle cumule les deux, la pauvre patiente, c'est double peine. Donc vraiment, n'oubliez pas, la thyroïde, c'est un levier majeur sur l'énergie, sur le poids, la qualité de vie, etc. Donc ça, c'est indispensable. L'axe HHS, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso surrénalien. Tout ça pour vous dire que forcément, le fait d'être en déficit hormonal potentiellement chronique, ça va être un stress chronique. D'autant plus que le manque de progestérone, stress, anxiété, etc., stress chronique, et bien forcément, vous aurez un peu des cibles communes, hein. Ça va impacter le sommeil, l'énergie, l'humeur, le poids, etc. Et donc, n'oubliez pas évidemment de prendre en charge l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui lui-même est relié à la thyroïde. Ça, c'est pareil, j'ai pas fait beaucoup plus long parce que enfin, ça tombe sous le sens, mais n'oubliez pas, thyroïde surrénale. Et alors là, ça pourrait être un jour intéressant de faire un sujet testo chez la femme, parce que alors là, c'est encore plus obscur
que la testo chez l'homme est encore plus obscure que la ménopause chez la femme. Le manque de testo chez la femme, alors là, c'est un néant presque absolu. En tout cas, en médecine classique, oui, et même en médecine fonctionnelle, on n'en parle pas tant que ça. Euh, Je fais la parenthèse. Je vous enverrai demain le lien d'une vidéo que j'ai fait d'ailleurs avec Stéphane Résimon Trop bien, sur la testo chez la femme. trop cool. Et j'en prends note, comme ça vous recevrez ça dans le mail que je vous enverrai. Parce qu'en fait, le problème de la testo, testo chez la femme, en fait, on se dit testo c'est masculin. Bref, en tout cas, la testo est importante. Pourquoi? On parle de la libido, mais il faut savoir que la libido d'une femme, elle dépend pas que de ses oestrogènes. Moi, je vois plein de patientes, elles ont un très bon taux d'œstrogène et elles ont une libido en berne parce qu'elles n'ont pas de testo, hein. Donc, important, n'oubliez pas, la testo est importante pour la libido. La testo, j'ai parlé tout à l'heure de la masse musculaire, de la sarcopénie. Si votre patiente a la pas de testo, eh bien bon courage pour faire de la masse musculaire. Et la testo, évidemment, c'est la confiance en soi, l'énergie, la motivation, aller de l'avant, la cognition, etc. Faut savoir qu'une femme a de la chance de faire, elle fait de la testo avec ses ovaires. Comme je dis toujours aux patientes, quand vous êtes ménopausée, ok, vous perdez vos oestrogènes et votre progestérone, mais vous perdez aussi un peu votre testo parce que vous faites de la testo avec vos ovaires. Par chance, contrairement à nous les hommes, les femmes savent faire de la testo avec les surrénales, mais si vous avez des surrénales en berne pour des raisons diverses et variées, eh bien, pas de testo. Et donc, si vous cumulez manque de testo plus ménopause, là, c'est plus hypothyroïdie, alors là, c'est la totale. Donc, n'oubliez pas, le manque de testo existe chez la femme, hyper important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'AMM, donc autorisation de mission mâchée pour la testostérone chez la femme. Déjà, pour l'homme, c'est déjà un parcours du combattant pour prescrire la testo à un homme. Alors, chez la femme, n'en parlons pas. Mais même aux États-Unis, on a le droit de la prescrire, mais il n'y a pas entre guillemets de règle officielle de prescription. Donc, c'est quand même, même aux États-Unis, c'est pas encore acté, alors que pour eux, ils sont bien en avance sur nous. Donc, la testo, moi j'ai pas l'expérience personnellement de prescrire la testostérone à des femmes. Stéphane, clairement, lui, là, et moi je l'ai vu avec lui en consultation, avec des très bons résultats. Évidemment, on donne pas du tout la même dose de testo chez une femme que chez un homme, hein. Donc on ne donne pas de testogel 10%, hein. Donc là, on va être content d'avoir les formes qu'on a dosées à 1%, 2,5%, etc. Euh, Moi, j'ai quand même quelques patientes qui en ont pris et qui, franchement, ont des bons, enfin, qui sont hyper contentes d'avoir leur testo. Donc, n'oubliez pas la testo. L'expérience, par contre, que moi j'ai, c'est que chez une femme, comme je vous l'ai dit, la femme sait faire de la testo avec ses surrénales. Et donc, moi, j'ai beaucoup de femmes à qui j'ai prescrit de la DHEA pour des déficiences en DHEA biologiques et cliniques. Et en les observant, eh bien, vous allez voir qu'une fois que la DHEA va retrouver son taux physiologique santé, eh bien, en fait, vous allez voir que la testo va remonter. Et donc, il y a des patients qui se retrouvent initialement en consulte avec des signes de manque de testo. Vous leur prescrivez la DHEA à telle ou telle dose pendant X mois. Et en fait, vous allez voir que progressivement, les signes de manque de testo vont disparaître. Et vous allez voir même biologiquement la testo qui va remonter. Alors, ça marche pas chez toutes les femmes. Mais moi personnellement, j'ai quand même eu globalement des plutôt bons retours. Après, c'est plutôt en général chez des femmes relativement âgées, en quelque sorte. Ça, je sors un peu du cadre, mais la femme de 30 ans, 40 ans qui manque de testo, c'est pas en donnant de la DHEA, vous allez régler le problème. Ça, c'est plutôt pour la femme un peu plus âgée. Donc voilà pour la testo, n'oubliez pas, on a parlé d'œstrogène, de progestérone, mais n'oubliez pas la testo chez la femme. Très rapidement, tout à l'heure j'ai dit pourquoi on n'aime pas les œstrogènes par voie orale, parce que vous avez plus de risques de mauvaise détox des œstrogènes. Nous on déteste les œstrogènes numéro 16 qui sont pro-carcinogènes et on aime bien les deux qui sont justement qui seront protecteurs et anti-prolifératifs. Vous allez voir que quand vous faites des analyses avec différents labos de médecine fonctionnelle, on va attendre un ratio 2 sur 16 au-dessus de 1,5 chez la femme voilà, en âge de procréer ou femme ménopausée non supplémentée. Et ils vont vous noter que chez la femme ménopausée supplémentée en hormones, ils attendent des valeurs supérieures. Moi, je dose systématiquement le ratio 2 sur 16 OH chez tout le monde. Évidemment chez la femme, mais chez l'homme aussi, hein, c'est valable d'ailleurs.
Qu'est-ce qui va vous permettre de mieux détoxifier? Vous avez tout ce qui est à base de brocoli. Alors chez Nutrilogique, vous avez une très belle gamme. Euh, Notamment, bah, moi j'aime bien le Broco Plus, le Broco Evo 2.0. Enfin, vous avez vraiment du choix. Et avec des très bons résultats. Enfin, moi, je le vois hein, biologiquement à l'appui. Vous mettez un Broco Plus, Broco Evo 2.0, vous contrôlez votre détox d'estrogène. Clairement, il y a pas photo. Donc voilà. N'oubliez pas que la détox d'estrogène, c'est aussi grâce à la méthylation. Donc évidemment, doser homocystéine, B2, B6, B9, B12, etc. Mais ça, c'est un dosage que moi, je fais systématiquement. Ça, c'est éventuellement un comparatif. Ça, c'est plus pour que vous puissiez le prendre. Parfois, on se pose la question, est-ce que je donne sulforaphane? Est-ce que je donne du DIM? Est-ce que je donne les deux? Vous allez voir, c'est pas exactement la même chose. Ils agissent pas exactement au même endroit. Et vous pouvez tout à fait les associer. Bon, ça, c'est un peu plus spécifique. Ça, c'est pareil, je vais passer. Mais on peut tout à fait associer les deux. C'est pas interdit. Ça, je vais pas en parler. Je me rends compte que je manque de temps pour parler de tout. On va parler de l'Eustro Boost, que moi j'aime bien. Je dis pas de bêtises, c'est Saugé Houblon, hein, je me suis pas trompé. Saugé Houblon. Oui, Euh, c'est ça, oui, oui, tout à fait. J'aime beaucoup la Saugé le Houblon. Alors Donc malheureusement, c'est ce sera phytoœstrogénique. exactement. Mais le problème, tu vois, c'est que c'est frustrant parce que tu peux techniquement pas l'utiliser en cas d'antécédent personnel Mhm. de cancer hormonodépendant. Donc malheureusement, ce ne sera pas une alternative pour aux patients qui ont un cancer du sein. Retenez que grosso modo, la seule alternative, à mon sens, c'est tout le côté intervention non médicamenteuse, mode de vie, cohérence cardiaque. Ça va être évidemment la micronutrition, ça va être les phytoestrogènes, mais malheureusement, même en phyto, par principe de précaution, ce qui a le don de m'agacer, mais comme vous n'avez pas assez d'études, et bien malheureusement, bah, Eustroboost, moi on me pose la question, hein. Bah, Eustroboost, malheureusement, techniquement, si vous regardez dans les différentes publications, dans les différentes ouvrages de médecine, de phyto, et bien Sojo Blond, antécédent personnel, ils disent non. Alors, familial, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais techniquement, on peut pas. En tout cas, moi j'ai des bons retours. J'ai des patientes qui sont un peu réticentes, qui soit vraiment veulent pas, ou qui sont un peu réticentes au début, ou alors des patientes qui ont dépassé cette fameuse fenêtre des 10 ans. Et bien ces fameuses patientes qui ont dépassé la fenêtre des 10 ans, pour qui vous avez peur de mettre les œstrogènes, et bien là, Eustroboost va trouver toute sa place. Mélange de sauge, mélange de houblon. Ici, je vous ai mis les différentes propriétés, les interactions, etc. Donc ça, par contre, l'Eustroboost va trouver sa place. Donc je dirais que ça va être pour les patientes qui veulent pas forcément de traitement dans un premier temps, qui ne peuvent pas parce que vous avez dépassé les fameux 10 ans. Là, par contre, il y aura vraiment un intérêt. Et je l'ai déjà utilisé aussi le Stroboost hein, pour les patientes en hypoestrogénie dans un contexte autre que la ménopause, hein. Le trèfle rouge, hyper intéressant aussi. Comme je l'ai dit, hein, c'est une source de phytoœstrogène. Alors, c'est là où justement, ça va un peu contredire ce que j'ai dit. Tout à l'heure, je vous ai dit, les phytoestrogènes, il n'y a pas de problème, vous pouvez les donner en cas d'antécédent de cancer du sein. Bah, en fait, quand vous regardez le trèfle rouge, vous trouvez que c'est contre-indiqué en cas d'antécédent personnel de cancer hormonodépendant. Donc là, vous êtes un peu embêté. Donc retenez que le soja, pour le coup, il n'y a aucun risque. Par contre, trèfle rouge, je ne vais pas m'avancer en vous disant qu'en cas d'antécédent de cancer du sein, vous pouvez. Ça, c'est un peu la petite nuance que je voulais apporter. Et alors ça m'a bien fait rire. Vous regardez dans le Vidal. Lactéa grappe noire, on vous dit que les propriétés œstrogéniques de Lactéa grappe sont remises en question, mais ils mettent quand même antécédent personnel ou familial de cancer hormonodépendant contre-indiqué. Donc pareil, Lactéa grappe noire. Bon, je sais que Stéphane, je crois qu'il dit que c'est OK en cas d'antécédent de cancer du sein, mais là, par exemple, j'ai pris l'exemple du Vidal. On le conseille, il est même conseillé justement en cas de cancer Mais je hormonodépendant. suis d'accord, hein. Moi, je Lac- suis d'accord avec Lactéa vous, grappe avec noire. Steph. Et je vous montrerai de toute façon après le protocole qui ont été Hmm. réalisés avec Steph et avec notre ami Guéna. Et Guéna, ouais, Guéna mais El oui. Abeguilé, ouais, ouais, bien sûr. Et Yann, elle en parle dans son bouquin. Mais en fait, c'est ça. Par On en contre, parlera, oui. je suis d'accord avec Steph, avec Guéna. Mais le problème, c'est que Mhm. faut peut-être que je revérifie, ça a peut-être changé, mais à l'époque, quand j'ai regardé dans le Vidal, Acta et Grappe Noire, bon, c'est le Vidal après, Mhm. hein. On fait ce que vous voulez.
Les autres plantes, ça c'est vraiment anecdotique, donc je vais passer. Alors, pour terminer un peu, pour vous donner mon expérience, bon, je pense que maintenant vous l'avez. Euh, Moi, je trouve que la phyto, elle peut être intéressante chez des femmes qui ont peu de symptômes. Elle va être intéressante, comme je vous l'ai dit, pour des femmes qui veulent pas un traitement hormonal d'emblée, qui ont besoin de réfléchir, etc., et qui ont besoin, voilà, d'avoir du temps. Eh bien, la phyto va être intéressante. Celles qui ont des contre-indications au traitement hormonal de la ménopause, c'est ça que j'en ai pas parlé, mais par exemple, le Strobus va être bien chez la patiente, par exemple. Je pense à ma patiente qui a antécédent de phlébite, son angiologue n'a pas voulu. Bah, par exemple, cette patiente-là, je lui ai proposé le Strobus. Là, ça va trouver tout à fait sa place. Vous pouvez tout à fait, c'est pas interdit par exemple de vous dire je vais utiliser phytoestrogène de soja et de l'Ostroboost, hein. Vous avez le droit, hein, c'est pas interdit. Comme je vous l'ai dit, antécédent personnel de cancer du sein, en complément alimentaire, hors micronutrition, phyto, actéagrade, pourquoi pas, mais sinon isoflavone de soja, c'est publié, il y a zéro doute, vous pouvez y aller sans aucun problème. Et clairement, pour moi, la phyto, elle est insuffisante pour les symptômes modérés à sévères à la patiente qui a tous les symptômes de ménopause de la Terre. Moi, je veux bien commencer avec de la phyto, mais je lui dis que la meilleure solution, à mon sens, en tant que médecin, c'est vraiment le traitement hormonal de la ménopause. Et alors, pour conclure, la grosse méfiance qu'on a eue vis-à-vis du traitement de la ménopause, bah, encore une fois, a été basée sur une mauvaise étude de départ, comme on l'avait vu ensemble au premier webinaire pour la testo chez l'homme. Donc, on n'a pas choisi les bonnes molécules, on n'a pas choisi les bons patients, on n'avait pas prescrit le traitement au bon moment. Le traitement hormonal bioidentique, il a un profil vraiment très favorable. Et donc, pas du tout, on retrouve pas du tout ce qu'on avait trouvé initialement. Les bénéfices, c'est pas que sur la sphère gynécologique, c'est aussi sur les os, sur le cerveau, sur le cœur et sur tout le métabolisme. Ce qui est important, c'est qu'il faut agir tôt. Donc, c'est que j'ai peut-être pas assez insisté, mais je vais remettre une couche. Il faut vraiment prescrire le traitement dans les 10 ans. C'est hyper important. Au-delà, vous perdez les bénéfices. Vous perdez les bénéfices. Et au-delà de 10 ans, vous potentiellement vous exposez, en tout cas avec les oestrogènes, à des surrisques thromboemboliques, etc. Donc, vraiment, ne loupez pas cette fenêtre. Expliquez bien à vos patientes que certes, c'est des hormones qui ont été fabriquées par l'industrie pharmaceutique, mais elles restent bio-identiques. Et ça, c'est important parce qu'une fois qu'elles comprennent que c'est finalement la même chose chimiquement, ça les rassure. Comme je l'ai dit, le traitement hormonal pour moi, il est intéressant même si la patiente n'a pas de symptômes. Moi, ils me disent parfois, bah, j'ai pas de symptômes. Pourquoi on irait me donner un traitement parce que j'ai pas de symptômes? Bah, pour toutes les raisons que j'ai citées, hein, pour l'os, pour le cerveau, pour le cœur, protection du cancer du sein, etc. Donc, je monte les études hein, aux patientes en disant, si vous avez un traitement de la ménopause, si un jour vous avez un cancer du sein, il sera moins agressif, vous avez moins de risque d'en mourir, etc. Donc, c'est vraiment important de faire de l'éducation, de se dire que le traitement de la ménopause, c'est pas que pour les bouffées de chaleur, hein, clairement. Une patiente qui n'a pas de symptômes peut avoir un traitement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement hormonal de la ménopause, c'est sur mesure. Euh, il y a encore une patiente ce matin qui m'a dit, mon gynéco m'a dit, une pression d'œstrogène, c'est 100 mg de progestérone, deux pressions, c'est 200 mg. Non, c'est du sur mesure. Toutes les femmes sont différentes. La prise n'est pas la même. Matin, soir, les doses ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est vraiment du sur-mesure. J'ai même parfois des patientes, elles prennent leur traitement 5 jours sur 7. Enfin, vraiment, retenez que faut adapter. Et malgré tout, eh bien, ce qui va être important, c'est le mode de vie de la patiente. Encore une fois, on revient toujours au même truc. La patiente qui va prendre son traitement de la ménopause, mais qui a une hygiène de vie déplorable, en termes d'alimentation, de gestion du stress, d'activité physique, etc. C'est sûr qu'elle sera soulagée, mais encore une fois, cette patiente-là va quand même clairement moins bien vieillir et aura beaucoup moins de bénéfices que la patiente qui, elle, va faire les deux, à savoir le mode de vie et le traitement de la ménopause. Donc, c'est pour ça que j'ai noté, le mode de vie, c'est le socle, et ça d'ailleurs, c'est valable pour toutes les diapos, je peux le mettre partout. Mais si la patiente a un bon mode de vie et que vous mettez un traitement de la ménopause, alors là, ça va amplifier de manière exponentielle. Et là, c'est des patients qui vont vraiment retrouver une qualité de vie assez incroyable. Donc voilà, mode de vie, n'oublions jamais. Bon, j'ai beaucoup parlé, hein. Mais merci, merci beaucoup. Je vais juste partager mon écran pour vous montrer un peu. euh, Attendez un petit Tu veux que instant. j'arrête le Euh, partage? je vais t'arrêter ton partage de toute C'est bon. façon. Hop, voilà. On ne voit pas tout. Ne me quittez pas, j'arrive. Alors, je vous montre en fait.
Ce dont je vous ai parlé, le protocole que je vous enverrai demain, c'est un protocole qui a été établi avec Ça, Genaël. Et ça, il est trop d'ailleurs, bien celui-là. Gwenaël Abégilé, et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose, pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, pardon, si ça existe encore dans ce monde, c'est vraiment un incontournable. Je Pas pense ceux qui que sont là ce euh, soir, je pense. voilà, c'est vraiment un incontournable. Et vous voyez, effectivement, hein, dans le cadre de la ménopause, de la préménopause et de la ménopause, il y a l'œstro boost, effectivement. Ben, voilà, on en parlait tout à l'heure des phytoestrogènes. Tu nous demandais si on en avait. Oui, on en a. Le Progest Boost aussi. Et pour tout vous dire, j'ai reçu un message de la part de Stéphane. N'oublie pas de leur dire que le Progest Boost est vraiment l'un des meilleurs progestatifs like Ah, du clairement. marché. Hmm. Ah, Donc, ça, je confirme à 2000%. Moi, je le donne pour les SPM, ça marche hyper bien. Et je le donne aussi, bah, c'est que j'en ai pas parlé parce que j'étais focus oestrogène, mais je confirme mhm. aussi que chez la femme qui peut pas avoir encore une fois son THM, tu lui mets du Progest Boost. Ça, je suis complètement d'accord, ouais. Ouais. Et que Voilà, donc, parce que vous ouais, avez vraiment associé les deux, c'est ça. alchimie Gatilier, parce que tu as pas mal de labos qui font soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai déjà entendu, oui, mais c'est un peu doublon et tout. Bah, en fait, non, je suis pas d'accord parce que vous avez fait le choix de faire les deux. Moi, je trouve que Mhm, le vôtre fonctionne mieux que plein d'autres produits, quoi. mhm. Mais voilà, donc vous voyez, et je vous enverrai de toute façon ça, et en fait, effectivement, on partait, donc les SOPK, si on partait sur les cancers Oh, ouais. hormonodépendants, voilà, il y a quelques conseils aussi qui sont donnés ici, dont à grappe noire, je vais y arriver, Hmm, le Bro plus dont tu parlais, tout à fait. avec ou sans DIM, Je suis d'accord, ouais, effectivement. ouais, c'est important. Ouais, en dehors de la chimio, vous avez bien fait de le mettre, c'est important, hein. Mhm. Pas de détox ou on Donc fait de la voilà, chimio. ouais. Vous retrouverez tout ça demain dans votre boîte mail en même temps que le lien vers le webinaire. Que vous dire d'autre? Mais rien du tout, parce que il y a pas mal de questions. Alors, Laurence qui nous demande qu'est-ce que tu penses de la préménolone et Élise en même temps nous demande ce que tu penses de la DHEA par voie orale. De toute façon, faut pas que Stéphane y regagne pour la Prion, sinon je vais me faire charrier pendant longtemps. Prion, moi j'en ai beaucoup prescrit. Et Mhm, honnêtement, je n'espérais pas utiliser la prénone comme un traitement de la ménopause. Si c'est ça la question, oubliez, hein. mhm. Enfin voilà, moi j'ai pas vu de patientes qui ont une augmentation des oestrogènes sous prénone, hein. Enfin, j'ai pas vu. Et pourtant, j'en ai prescrit vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que prégnénolone se transforme en allopregnanolone. Et donc, en effet, vous pouvez avoir des patients qui vont être plus sereines sous prégnénolone. Mais pour moi, il faut pas en attendre plus, hein. Et DHEA, alors ça c'est encore différent. La DHEA va être intéressante si la patiente a des signes de manque de DHEA. Va être intéressante si la patiente, comme je l'ai dit, manque de testo, vous allez pouvoir un peu un effet domino. Donc moi, DHEA, ça fait partie. Bah, pour moi, en fait, la DHEA est un traitement un peu de la. Pas forcément de la ménopause, mais pour moi, est un traitement du vieillissement et de la longévité. Donc, enfin, ça me paraîtrait bizarre de mettre un traitement de la ménopause et dans une visée fonctionnelle de ne pas avoir de DHEA. Sauf si tu vois que biologiquement, ta patiente, elle n'a pas de manque de DHEA. C'est ça, ouais. Mais pour moi, ça va ensemble. C'est- une question pas philosophique, mais c'est vrai que c'est intéressant. On voit tous les problèmes des femmes avec la ménopause. Or, historiquement, comment faisaient nos ancêtres? Ouais, je suis d'accord. Et, J'ai pas de et réponse. voilà. Bah Mm, après, j'en sais rien, mais bon déjà, faut savoir que quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'espérance de vie était quand même pas la même, donc mais honnêtement, j'ai pas de raison. Après, moi je pense qu'ils trouvaient hein, des progestatifs like et des œstrogènes like dans la nature, mhm. hein, tout simplement. Dans la nature, ouais. Ouais. En fait, je pense que Oui. la meilleure réponse c'est ça en fait. On peut trouver dans la nature, on le voit bien par exemple avec le soja, bah, vous pouvez tout à fait avoir des effets phytoestrogéniques, donc je pense qu'ils faisaient ça tout simplement. Bah on revient à la base, hein, toujours, hein, la nature et les plantes. Et peut-être aussi que cette jeune dame a oublié la grande réflexion du médecin qui est de dire, mais vous êtes une femme, faut vivre avec. Quelle horreur. Qui ne l'a, oui, mais qui ne l'a jamais entendu? Bien sûr. Ah bah oui. Qui ne l'a jamais entendu? C'est comme ça, madame. Faut Ah vivre ouais. avec. Si une patiente veut reprendre une THS après un arrêt, qu'est-ce qui compte? Le temps écoulé entre l'âge de la ménopause et l'âge actuel ou le temps entre l'âge d'arrêt du premier, pardon, THS ou l'âge actuel et l'âge Alors, actuel? il y a pas de vrai, je pense qu'il n'y a pas de vraie réponse, mais moi j'ai tendance quand même à prendre le temps entre l'arrêt de son THS et maintenant. Mhm.
Si, imaginons, elle a été ménopausée il y a 20 ans, mais elle a eu son traitement pendant 18 ans, et elle revient enfin, pendant 18 ans, elle revient me voir un an après avoir arrêté, je vais pas dire, bah non, votre ménopause c'était à 18 ans, donc on peut plus le mettre. Non, ça fait que Mhm. un an qu'elle a plus de THS, donc là, je vais avoir aucun problème à leur donner. Donc moi, enfin, je trouve que le raisonnement scientifique le plus logique, c'est celui-là. Je prends le temps entre l'arrêt de son THS et la consulte. Donc là, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, une patiente, c'était 2 ans qu'elle avait arrêté. Ça fait que 2 ans qu'elle n'avait plus d'œstrogène et de progestérone. On a repris, ça s'est hyper bien passé, et aucun problème. Par contre, encore une fois, je refais de mammo, comme d'hab, et je revérifie antécédent. Et Aïcha qui nous salue du Maroc et qui nous dit que chez eux, il n'y a pas d'hormones bioidentiques. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Sûr, il n'y a pas d'œstrogène bioidentique. Ça me paraît bizarre quand même. Bah, j'ai envie de dire, faites tout pour en vous en procurer parce que, Oui. clairement, progestérone de synthèse poubelle et même œstrogène synthèse, bah, en fait, vous êtes dans ce cas-là sur des hormones type pilule, quoi. Donc, Mhm. non, faut du bioidentique. Et est-ce que c'est normal d'avoir des nausées, des troubles digestifs au niveau de l'estomac et des intestins en alternance, transit, lourdeur digestive, d'avoir de plus en plus de mal à digérer certains aliments en préménopause? C'est une question Hmm. de Yael. Bah oui, parce qu'en fait, de toute façon, comme il y aura des fluctuations hormonales, forcément, on a aussi le microbiote qui se modifie, hein, parce que le Mhm. microbiote reçoit aussi les hormones, thyroïdiennes, cortisol, etc. Donc, pour moi, c'est lié à la fluctuation hormonale. Et puis, probablement aussi que le microbiote, de toute façon, c'est une période de sa vie où il se modifie, mais je dirais que c'est sous l'influence hormonale qu'on a un changement, donc ça vient du microbiote. Mhm. Pourquoi est-ce que la prise d'œstrogène, même en faible quantité, pourrait provoquer des poussées d'hypertension? Est-ce que tu as une réponse à ça? Non, la question, puis elle est un peu vague, donc ça veut dire quoi? Très faible quantité, ça veut dire quoi hypertension? C'est combien de personnes? Oui, oui, Non, voilà. j'avoue, je botte en touche, c'est compliqué à répondre. Ouais, ouais. Je risque de dire une bêtise. Euh, le nom d'un médecin ou quelques médecins et gynéco qui prescrivent le THM en Belgique. Envoyez-moi un Oui, il mail y en si a vous plein. voulez. Je Ouais. tâcherai de vous répondre demain en Bah, fonction. Envoyez-moi un mail. il y a moi bientôt à Mais Bruxelles. Je fais ben de la voilà. pub pour moi. Ben voilà, déjà. Donc, dès le mois prochain à Bruxelles. Une patiente prend 3 pressions d'œstrodose par jour et toujours des signes d'hypo. Elle prend du Dupaston en parallèle. Son COMT est rapide. Euh, quel impact et comment l'aider? Bah déjà, ce qui je vérifierais moi, c'est qu'elle fasse bien, lui demander qu'elle montre comment elle met son œstrodose, parce que parfois on est un peu surpris. Moi, je pense toujours aux gens qui disent je prends mon traitement pour l'asthme, et puis en fait on voit qu'ils savent pas comment faire et donc ils prennent pas le traitement. Donc moi déjà, je demanderais comment elle prend son traitement. Après oui, peut-être qu'elle métabolise rapidement. Moi, ça m'est déjà arrivé chez une femme de mettre 4 pressions par jour, hein, c'est pas impossible. Et moi, je referai aussi une biologie parce que est-ce que tous ces symptômes sont attribuables à un manque d'œstrogène ou potentiellement Mhm. à d'autres problèmes hormonaux? Donc moi je fais déjà deux choses, vérifier comment elle met son traitement et biologiquement est-ce que c'est réellement le cas ou pas. Et après en effet revérifier la détox d'œstrogène, etc. Mais ça peut Il y a arriver qu'à des- pression. Hmm. Quel lien peut-il y avoir entre la ménopause, préménopause, périménopause, pardon, et l'hypoglycémie et les sueurs nocturnes? Ta, 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 ta. Lien hypoglycémie sur nocturne. Bah ça fait partie des signes d'hypoglycémie, Mhm. transpiration sur nocturne, donc je comprends pas trop la question. Bon, si vous pouvez préciser votre question, allez-y. En périménopause, sans symptômes, est-ce que ça peut Ah non, comme je fonctionner disais, de non. prendre de la Ah, pregnénolone? en périménopause sans symptômes. Bah, en vrai, ça dépend ce qu'on Ouais. cherche. Si vraiment, encore une fois, moi, c'est vraiment mon indication maintenant de la prénénolone, je trouve quand même que sur tout ce qui est anxiété et autres, c'est quand même assez intéressant parce que ça se transforme en alloprénianolone. C'est pour ça que la progestérone marche d'ailleurs. Mhm. Ah, donc sinon, il y a quelqu'un qui a Oui, répondu, il y a bien œstrogène et progestérone oui, bioidentique. voilà, Ça m'aurait étonné quand même. j'allais le dire. Donc, cherchez bien au Maroc, vous trouverez une pharmacie où Ouais, je suis pas il y a le étonné, moyen d'en avoir. ça paraît bizarre quand même. Ouais, ouais, ouais. Y a-t-il une contre-indication d'administration Oui. du THS en cas de Ah, en migraine fait, avec aura? pour moi, non. Mais j'ai une patiente, un autre cas, son neurologue lui a contre-indiqué. Et pourtant, j'ai dit, mais c'est pas des oestrogènes de synthèse. Parce que ça, c'est montré hein, que bah, l'œstrogène de synthèse, c'est quoi? C'est la pilule. Hein. Donc on le sait très bien, la pilule œstrogène est contre-indiquée chez la femme migraine avec aura. Sauf que là, on est sur l'œstrogène de synthèse. Nous, on parle d'œstrogène bioidentique. Eh bien, j'ai proposé ça. La patiente a vu son neuro. Le neuro a dit non. Ce sont des Mhm. oestrogènes contre-indiqués. J'ai cherché. J'avoue que j'ai pas trouvé. Donc si quelqu'un trouve, moi, j'ai pas trouvé. J'aurais tendance à dire que physiologiquement, non. Parce qu'on est sur du bioidentique.
Mais là, encore une fois, c'est toujours un peu le conflit entre nous, notre prisme fonctionnel, etc., avec le spécialiste, quoi. Puis c'est toujours un peu le risque, quoi. S'il se passe quelque chose, toujours pareil, quoi. Il faudrait regarder sur la notice par exemple, de l'essai. Mhm. Parce que si c'est marqué sur le Vidal, vous êtes roulé ou pas, rien, ça peut pas. Ouais, ouais. Ouais, ici, je trouve. Non, Alors, il y a rien sur très, le in- Vidal. très intéressant. Je passe à la question suivante. Aurélie qui nous dit, il semble que des études montrent que les phytoestrogènes en complément alimentaire augmentent le risque de cancer, mais que ce n'est pas le cas sous forme alimentaire. Bah, on Alors, peut c'est trouver, intéressant ouais, on parce que, peut. ouais. Mais en fait, sur pareil, bon là, évidemment, moi j'ai montré les études qui, moi, m'intéressent, mais c'est sûr que oui, vous allez potentiellement trouver des études où on va vous dire que oui, les phytoestrogènes sous forme de complément alimentaire Mhm. augmentent le risque de cancer du sein. Mais encore une fois, si le labo, entre guillemets, intelligent a bien fait son boulot, normalement, il va pas vous proposer des doses supra-physiologiques et il va essayer justement de respecter le dosage et vous proposer un phytoestrogène en complément alimentaire qui ne va pas dépasser justement les doses qui ont été validées comme sécuritaires. Sécuritaire. Donc c'est pareil, regardez bien la composition du coup des compléments, des labos qui font des phytoestrogènes. Et regardez bien l'étude aussi. Ouais, exactement. Mais je suis pas du tout surpris hein, Mhm. qu'il y ait des études qui montrent qu'il y a une augmentation. Y a-t-il une contre-indication à mettre en place un traitement par phytoestrogène en cas de stéatose hépatique? Je pense pas, non, non. Taux de testostérone chez la femme conseillé? Tu l'as en tête? Alors je sais Enfin, jamais les unités, mais c'est 300 nanogrammes par, je sais plus, mais c'est, moi je vise au-dessus de 300. Pas je, en, pas je vous en, renvoie. pas en nanomol, micromol, mais en nanogrammes, microgrammes, je sais plus, mais c'est au-dessus de 300. Je vous renvoie de toute façon vers la vidéo dont j'ai mis le lien tout à l'heure dans la discussion webinaire, mais que je vous enverrai demain dans le mail que je vous enverrai. Pardon. Le maca, est-ce que ça peut aider pour monter Hmm. la testo? Oui, oui. Sous quelle forme prescris-tu la DHEA? Moi, je le prescris en comprimé. Enfin, gélule, quoi. Bioidentique. Mhm. Est-ce que l'Ostroboost pourrait être intéressant pour le syndrome SOPK? Tous les CPK sont différents, donc tout dépend de la Ouais. configuration. Est-ce que la patiente elle a un taux d'œstrogène normal, augmenté, diminué? Ça dépend. Donc là, Alors, je vais vous dire ici, et je vous l'enverrai, je vous l'ai dit, mais vous le recevrez demain. Ici, dans le SOPK, en base, on met le G-inositol. On peut ouais, éventuellement mettre l'androcontrôle. contrôle complètement. Contrôle Hmm. diminue, contrôle, Ouais, tout ce qui booste va monter. Là, on est dans le contrôle. La 5-alpha, éventuellement, s'il y a un excès de DHT. La berbérine, évidemment, si jamais il y a une résistance à l'insuline. Le Progest Boost également, s'il y a un manque de progestérone. Voilà, comme ça, ouais. vous savez brièvement. C'est pas dans les CPK que vous risquez de plus utiliser le Boost, hein, clairement. Ouais. Non, effectivement. Quelqu'un nous demande, Anne nous demande le titre du livre, s'il vous plaît, et Claire également. Ça s'appelle Troubles hormonaux, avec qui est de Genaël Abedilé. Attendez, je regarde si je vous le montre Ah, c'est bien. bon, ouais. Je vous enverrai de toute façon le lien, je vais le noter comme ça, je vous l'envoie demain. Et une préface, tiens, ça va vous étonner, du docteur Stéphane Résimon. C'est étonnant. Ça. Mais je confirme, Et c'est si, ouais, c'est un excellent livre, ouais. et si vous avez le mien, vous auriez même un autographe avec. Pareil. Je le garde chaudement. Absolument. Mais voilà, écoutez, c'est ici que nous allons Sinon, pour répondre à la clôturer cette. question, Oui, pour la progestérone bioidentique en Allemagne, il suffit d'une ordonnance française d'un médecin et c'est bon, hein. ouais, voilà, L'ordonnance effectivement. médicale suffit. Effectivement. Mais écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. N'oubliez pas, si vous avez besoin de moi, je vous envoie un mail, vous allez avoir nos coordonnées. Si vous souhaitez être mis en contact avec un délégué régional, où que vous soyez, n'hésitez pas, vous me renvoyez un mail et je ferai suivre ou je vous contacterai directement. Je tiens vraiment à te remercier, évidemment, Julien. Je tiens également, et une fois n'est pas coutume, à remercier toute l'équipe Nutrilogix. Vous savez, ben, l'équipe scientifique, il y a aussi l'équipe qui gère toute la communication, toute la logistique, tous ces gens qui sont en coulisses, parce qu'effectivement, bah, sans eux, sans ce travail invisible, ces moments bah, d'échange et de formation, bah, c'est complètement impossible. Donc, vraiment, merci à tous mes collègues de pouvoir nous faciliter le travail. Merci à vous d'avoir été présents et d'être toujours présents d'ailleurs. On se retrouve très bientôt, d'ici une semaine ou 15 jours. Dans 2 jours, pour ceux qui le souhaitent, j'ai un webinaire pour public. Donc, vous pouvez l'envoyer sur la perte de poids. Vous pouvez envoyer ça avec Julie Aimé. Vous pouvez envoyer ça à vos patients sans aucun problème. Et puis, ben, nous, on se dit à la prochaine.
Merci Julien. Avec grand Au revoir plaisir, à merci tous à et à toi. toutes. Et passez une excellente soirée. Salut, salut. Bonne soirée.